Donc d'abord, je tenais à vous remercier d'être tous présents par rapport aux inscriptions, donc ça fait plaisir. Pour cette seconde conférence de l'année, donc conférence canapé de la Maison pour la Science, organisée par la Maison pour la Science au sein de l'Université d'Orléans. Donc on a le plaisir d'accueillir Roland Lehoucq. On peut applaudir. Donc Roland, c'est un habitué de la maison puisqu'il vient une fois par an, à peu près. Il ne dort pas là, mais il vient souvent. Pas encore, voilà. Chaque année, on fait une petite vidéo par rapport à ces conférences. Je tenais à souligner que sa vidéo, elle est toujours en ligne et elle a fait plus de 2700 hits cette année. Donc c'est un des records de nos vidéos. Donc, voilà, qui s'appelle Faisons de la physique avec Star Wars. Vous pouvez aller voir sur le site YouTube MPLS CVL. Donc Roland, je ne le présente plus, mais il est assez connu, hein, astrophysicien au CEA, président de la Société d'astronomie de France. Et puis il a reçu cette année le Grand Prix de l'imaginaire du meilleur essai 2025 pour la physique. Non, c'était quoi déjà? Oui, la physique de l'impossible, pardon. Voilà. Donc ça suit son cours. Donc ce soir, il va nous parler de la physique par rapport aux esprits liés à la science-fiction. Ça va durer environ 1 heure. Et après, il y aura un jeu de questions entre 20 et 30 minutes. Voilà. J'ai fait présentation, je vais me mettre au fond. Et donc c'est parti pour 1 heure. À tout à l'heure. Bien, merci encore pour cette invitation renouvelée à la Maison des Sciences et à Orléans, une ville que je visite régulièrement parce que j'ai une amie centenaire qui habite à Orléans, donc je viens la voir régulièrement. Et donc ce soir, on va parler un peu comme ma marque de fabrique l'impose d'une certaine façon, science et science-fiction, parler de science en prenant pour prétexte les éléments de science-fiction. Et le thème de ce soir, ça va être énergie, puissance et science-fiction. On va illustrer ça par les œuvres qui sont montrées sur cette planche, un peu de Star Wars bien sûr, on ne peut pas éviter Star Wars, un peu d'Avatar et des vaisseaux interstellaires, un peu du robot central, vous avez peut-être reconnu, je vous laisse deviner pour voir si vous êtes vraiment fort. Et puis à gauche, pareil, si vous êtes fort, c'est plus ancien déjà, enfin c'est un film qui n'est pas si vieux, mais qui est Spider-Man 2. Et le robot central, vous l'avez vu? Les gros robots géants, les mechas qui se patatent. Pacific Rim, ce qui n'est pas un film remarquable, mais il y a des choses, on va parler des robots de Pacific Rim. Donc là, à chaque fois, l'idée, le chemin, la ligne directrice, ça va être énergie et puissance. Et on va voir pourquoi c'est important. En fait, la question qu'on pourrait se poser, j'ai formulé énergie, puissance et science-fiction, j'aurais pu formuler finalement qu'est-ce qui nous manque pour réaliser ce que l'on voit dans les films de science-fiction. C'est certains exploits techniques ou objets techniques qu'on voit dans ces films de science-fiction. Ces ingénieurs du futur, d'une certaine façon, qui font l'étoile de la mort, qui font les robots géants ou Dieu sait quoi. Qu'est-ce qui nous manque pour faire pareil? Eh bien, en fait, on va voir que souvent, il nous manque de la physique. Autrement dit, parfois, les engins que l'on voit violent certaines lois de la physique. Mais quand ils ne les violent pas grossièrement, ce qui nous manque, ça va être énergie et puissance. Et on va le voir au fil de l'eau en essayant de chiffrer. Là, l'idée, c'est d'essayer à chaque fois, comme j'aime bien le faire, de faire une enquête sur ces mondes et de déterminer chaque fois qu'on le peut, et dans des scènes qui se présentent, on les choisit pour ça, mais c'est pas tous les films, on peut pas faire ça dans tous les films, dans toutes les scènes. Essayer de chiffrer combien d'énergie, combien de puissance est mise en jeu, quelle puissance est mise en jeu dans ce que l'on voit. Alors, on va commencer direct par classer les Jedi. C'est qui le plus fort? Alors évidemment, quand on dit c'est qui le plus fort, d'abord ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faudrait ça dire quoi? Fort. Alors bien sûr, ça fait référence à la force des Jedi. Je fais l'hypothèse que vous êtes très savant en science-fiction, hein, mais si vous n'êtes pas très savant, c'est pas grave. J'essaie d'utiliser des œuvres qui sont si connues, en tout cas pour Star Wars c'est le cas, que même si on ne les a pas vues, on sait ce que c'est un Jedi et un sabre laser, j'espère, parce que ça permet absolument partout dans la culture populaire. Et donc ceux qui ont vu les films, ils savent qui est le plus fort sur cette image. C'est le petit vert devant, il est quand même pas mauvais. Le barbu du milieu, il est pas mauvais non plus, mais là il est jeune. Celui qui est grand derrière, qui a l'air un peu méchant et jeune, il est très très fort, mais je ne dirais pas qui c'est. Enfin, c'est Anakin Skywalker, mais bon. Et puis le grand black à gauche, là, Mace Windu, il est pas mauvais non plus. Hein. Les deux à droite, on les connaît moins, enfin on les voit moins dans les films. Donc qui c'est le plus fort? On peut avoir une idée qualitative parce qu'on les a vus en action dans les films, mais en gros ils sont tous assez forts, tous ces Jedi, ils sont tous assez forts. Au sens, c'est des Jedi aguerris, disons. Mais ça veut dire quoi fort en référence à la force avec un grand F, qui est ce pouvoir mystérieux, cette capacité mystérieuse à maîtriser la force dont disposent les Jedi. Et pour les classer, eh bien, on pourrait se rappeler quelle est la définition de la force. J'attends. Ah ben, c'est pas les midi-chloriens, c'est ça, c'est n'importe quoi les midi-chloriens. Mon vestiaire. Non, c'est la force, la définition qu'en donne Obi-Wan Kenobi
dans le premier film, dans le 4e épisode des premiers films historiquement, il laissait celle-ci. C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure, il nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. Ça, c'est la définition de la force. C'est un champ d'énergie. Ça, c'est important. C'est un champ d'énergie. D'abord, on voit qu'il y a des mots de science qui sont employés dans ces phrases et qui vous disent que ça a l'air scientifique, la force, même si c'est un ordre mystérieux des Jedi, un peu mystique, avec plein de choses très curieuses pour la physique, bien entendu. N'empêche que c'est un champ d'énergie. Ça fait sens quand on les voit manipuler leur environnement, les Jedi. Parce qu'en physique, l'énergie, la définition d'énergie en physique, ça mesure la capacité d'un système à faire des transformations de la matière. Pour chauffer, pour refroidir, pour déplacer, pour casser, pour construire, pour faire ce qu'on veut, éclairer. Dès qu'on veut faire une transformation de la matière, quelle qu'elle soit, ça mettra en jeu une certaine quantité d'énergie. Et la même matière, un bloc de bois, on peut le transformer pour faire de la chaleur en le brûlant. Et là, on récupère de l'énergie, on se chauffe en brûlant le morceau de bois. On peut le transformer pour en faire une chaise. Et là, c'est vous qui allez suer un peu, éventuellement avec des outils pour vous aider, pour en faire une chaise. Et là, c'est vous qui dépensez l'énergie mécanique, ce sont vos muscles. Et donc, il va falloir se nourrir. L'énergie que vous avez fournie musculairement, il va falloir manger derrière. Ça vous a fatigué, vous allez manger derrière. Et manger, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fatigués à faire pousser des plantes, qui sont poussés avec l'énergie du soleil en particulier, ou élever des bœufs, ou des poules, ou des cochons que vous allez manger, qui ont mangé des plantes. Enfin, vous voyez, il y a toute une chaîne de transformation de la matière. Et à chaque transformation, il y a une certaine quantité d'énergie qui est mise en jeu, qui peut être donnée au système. On en bénéficie, par exemple, se chauffer en brûlant du bois, par exemple. Ou au contraire, on en bénéficie d'une autre façon. Je dépense de l'énergie pour fabriquer une chaise et après, je suis content, je peux m'asseoir régulièrement et c'est facile. Donc que les Jedi disposent d'un accès à un champ d'énergie, ça fait sens. Ils font plein de transformations. Ils soulèvent des robots et des cailloux. Bon, c'est un peu... Ça, c'est pour l'entraînement. Ça n'a pas d'objectif particulier. Ils ont des éclairs. Vous vous rappelez l'empereur, il envoie des éclairs. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. Ils font des manipulations mentales. Enfin, ils font plein de trucs avec la force. Ils transforment la matière autour d'eux. Et que la force, mal nommée, elle devrait s'appeler énergie, que la énergie, que la force soit un champ d'énergie, c'est tout à fait, disons, raisonnable. Ça permet de mesurer les transformations que sont capables de faire les Jedi. Et d'ailleurs, si on veut donner la notion de force en physique, l'agent des transformations de la matière, on appelle ça des forces, justement, ou des interactions. Donc l'énergie, c'est la quantité de transformation, et l'agent de ces transformations, ce seront les interactions. Ça peut être l'interaction gravitationnelle ou l'interaction électrostatique, électromagnétique, si c'est de la chimie, par exemple. Donc, on pourrait classer les Jedi par énergie. C'est qui a le plus d'énergie? Le plus de force, qui veut dire le plus d'énergie. Alors ça, ce n'est pas une classification qui sera pratique, parce que finalement, ils ont tous accès au même grand réservoir d'énergie, qui est l'ensemble de l'univers rempli de ce champ d'énergie, créé par ce Drévan qui lie la galaxie, il nous entoure, il y en a partout. Il y en a partout, où qu'ils soient, ils peuvent piocher dans ce grand réservoir et faire des trucs avec. On ne sait pas comment ils font pour piocher, mais ils peuvent piocher dedans. Donc finalement, les classer par énergie, ce n'est pas une très bonne solution, parce que finalement, ils ont tous accès à un énorme stock d'énergie, la force, et ils font des trucs avec. En revanche, l'accès à ce stock d'énergie, il peut être varié. Par exemple, vous qui n'êtes pas des Jedi, vous avez accès à 0. Donc il y a ce grand stock qui est là, mais vous avez accès à 0. Donc vous ne pouvez rien prendre dedans. Les Jedi, ils peuvent prendre dedans, et il y en a qui peuvent prendre beaucoup, d'autres prendre peu, mais ce n'est pas tellement beaucoup et peu. Il y en a qui peuvent prendre rapidement, et d'autres qui peuvent prendre lentement. Et d'une certaine façon, ce qui va permettre de classer les Jedi, ce n'est pas tant l'énergie à laquelle ils ont accès, que la vitesse à laquelle ils ont accès. La vitesse de l'énergie. En physique, la vitesse de l'énergie, ça s'appelle la puissance. Et l'unité de la puissance, c'est des watts. Ça, c'est une unité que vous avez déjà dû entendre. Et donc, finalement, si on veut classer les Jedi, on va pouvoir les classer non pas par le stock de transformations qu'ils peuvent faire, le stock d'énergie auquel ils ont accès, qui est énorme, qui remplit l'univers tout entier, qui est ce champ d'énergie mystérieux qui s'appelle la force. C'est la vitesse à laquelle ils accèdent à ça, et donc c'est la puissance des Jedi. Et donc la question, ça revient à dire, Yoda, combien de watts? D'accord? Et tous les autres, enfin tous ceux que l'on peut chiffrer. Voilà. Vous voyez comment on va faire? C'est facile. Maintenant, les Jedi, combien de watts? Bon, ben facile, on y va. Quelle puissance de Luke Skywalker? Alors pour ça, je ne peux pas chiffrer tous les Jedi, je peux essayer de regarder un certain nombre de scènes. Donc les sources primaires, c'est important. Hein. Moi, je ne regarde pas les sources secondaires, je ne sais pas quoi, les trucs qui racontent du pipeau. Je ne sais pas. Je ne regarde que les sources primaires, qui sont les films. Il y a 9 films et je me démerde avec ça.
et la physique que je connais. Et donc, dedans, j'essaie de trouver des scènes où je peux estimer la puissance de Jedi. Par exemple, dans cette scène que je vais vous montrer, on peut estimer la puissance de Skywalker, de Luke Skywalker. Il est sur Dagobah, voilà, il est avec Yoda, il s'entraîne à maîtriser la force, il soulève 2 grosses caisses, sans les toucher. Bon, il est à l'envers pour faire le kéké, et il soulève aussi le robot, le R2-D2. Voilà. Il ne les touche pas, et il les soulève. Alors là, il utilise la force pour ses vertus antigravitationnelles. Contre la gravité de la planète Dagobah, il soulève 2 grosses caisses et un robot. Combien de watts? Eh bien, ça se calcule. Ou ça s'estime. Quand je dis se calcule, ce n'est pas au sens de la précision extraordinaire. Ça s'estime parce que ça dépend de quoi, cette puissance? La puissance, c'est la vitesse de l'énergie. Ça veut dire l'énergie divisée par la durée qu'il a fallu pour la mettre en œuvre. Quelle énergie il faut pour soulever 2 grosses caisses et un robot sur Dagobah, divisé par la durée, 3, 4 secondes. On peut chronométrer un peu précisément si on veut, mais enfin, c'est quelques secondes. Le quelques secondes, on la connaît, la durée, quelques secondes. Et l'énergie qu'il faut pour soulever 2 grosses caisses et un robot. Bon, ça dépend de la masse des grosses caisses et du robot. Et ça dépend de la hauteur dont il les a soulevées. Et ça dépend de la gravité de Dagobah. On ne connaît aucune de ces valeurs. Bon, alors on est emmerdé, on dit on arrête tout. Ben non, justement, on ne lâche pas l'affaire. En physique, on ne lâche jamais l'affaire, on va faire des estimations par analogie. Bon, Dagobah, on ne connaît pas sa gravité, mais Skywalker, qui ressemble à un humain, il ne ressemble à un humain, ce n'est pas un humain. Je rappelle, de Star Wars, ça se passe toujours au début de chaque film, il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie. Donc ce ne sont pas des humains. Mais ils ressemblent pas mal à des humains, ils ont l'air de se déplacer normalement sur Dagobah. On va faire l'hypothèse que c'est comme la Terre. Ça permettra d'avoir une idée déjà. Peut-être on se trompe, mais ça permet d'avoir une idée. En tout cas, ce n'est pas une gravité énorme où il serait complètement écrabouillé, il ne marcherait pas. Ou alors un truc avec une gravité très faible, il ferait des bonds incroyables en se déplaçant. C'est de l'ordre de la Terre. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Alors si on prend la gravité de la Terre, l'accélération de la pesanteur sur Terre, c'est à peu près 10 mètres par seconde au carré. La hauteur dont il les soulève, on voit bien, genre 2 mètres. La masse qu'il soulève, 2 grosses caisses et un robot. Alors les grosses caisses, un peu avant cette séquence, il les manipule, il les soulève, on sent que c'est un peu lourd. Je vous l'ai fait à 25 kg. Il y en a 2, ça fait 50, mais on peut discuter. Le robot, c'est un tas de ferraille, je vous le fais à 150 kg. Je vous le fais le tout à 200 kg, parce que c'est vous. Ils soulèvent 200 kg, peut-être 250, ils ont 200 kg de 2 mètres contre la gravité de Dagobah en 4 secondes. Alors ceux qui ont fait de la physique, ils font l'opération dans leur tête, et ils trouvent que ça fait 1000 watts. 1000 watts. Alors, quand on ne sait pas ce que c'est un watt, évidemment, on se dit 1000 watts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On ne sait pas comprendre cette réponse. C'est ça aussi important aussi en physique et en sciences en général. C'est pas tout d'avoir fait le calcul. Il faut encore comprendre, si j'ose dire, estimer, interpréter son résultat. Alors, si on ne sait pas ce que c'est 1000 watts, on peut savoir ce que c'est 1 watt. 1 watt, c'est pas beaucoup. C'est vous soulevez une pomme, ça pèse à peu près 100 grammes. Une pomme, vous la soulevez de 1 mètre en 1 seconde. Pendant cette seconde, vous avez fait 1 watt. D'accord ? Bon. Ça va, vous sentez qu'un watt, c'est pas beaucoup. Si on vous met sur des vélos, à peu près n'importe qui dans cette pièce, vous allez faire 100 watts en pédalant sur un vélo. Voilà. Tranquille, vous allez pouvoir pédaler. Les plus aguerris d'entre vous pédaleront des heures entières. Les plus anciens d'entre vous pédaleront sans problème, une demi-heure sans problème et sans doute 1 heure à 100 watts. Sans problème. Donc, alors les watteurs, c'est autre chose. Ça, c'est l'énergie. C'est des watts multipliés par des heures et ça, c'est l'énergie fournie. Ah oui, mais ça dépendra des gens. Donc les plus anciens, dont vous faites partie, moi-même d'ailleurs, eh bien nous, ça sera moins d'heures que les plus jeunes qui pédaleront à 100 watts pendant, je sais pas, 7 ou 8 heures. Et donc ils feront plus de watts-heures. Ils ont plus de... Leur stock d'énergie sera plus important. Donc 100 watts, ça c'est un humain sur un vélo assez facilement. Skywalker, 1000 watts, c'est donc 10 humains sur un vélo. C'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Parce que les cyclistes du Tour de France, par exemple, quand ils montent l'Alpe d'Huez, ils font en 20 minutes, 25 minutes, ils font 400 watts, 420 watts. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui, en pédalant comme des tarés, les plus jeunes et les plus costauds de la salle, feront 400 watts. Mais ils vont tenir, sans vous faire injure, moins d'1 minute. Et sans doute moins de 30 secondes. Et c'est montrer l'écart qu'il peut y avoir entre un humain normal et un cycliste entraîné. Ou dopé. Enfin bon. 400 watts, ils le font avec l'entraînement. C'est à partir de 410, 415 watts, ça commence à être un peu curieux. Donc les sprints du Tour de France, les 30 dernières secondes, ils montent jusqu'à 1500 watts.
Donc ça, vous ne les faites même pas. C'est-à-dire que l'aiguille, si vous montez sur un ergomètre, c'est que bon, quand on dit on fait de la salle, on va sur des vélos, on pédale et il y a écrit les watts, vous jouerez avec ça la prochaine fois que vous êtes dans une salle. Ça peut être les ergomètres à vélo, les rameurs à roues, ça peut être les steppers. Là, pour les dames, elles font plutôt des escaliers qui montent. Enfin, on fait ce qu'on veut. Et on peut écrire, au lieu d'écrire les calories par minute, vous regardez les watts. Vous dites, je comprends rien, je veux pas ça, je veux des watts. Vous demandez au gars et puis vous appuyez sur les boutons, vous jouez avec les boutons. Et il y a un moment des watts. Et vous verrez ce que vous faites comme puissance quand vous faites cet exercice de pédaler, stepper ou ramer ou faire je sais pas quoi. Et donc 1500 watts, ça c'est ce que faut. Donc là, personne dans la salle fait 1500 watts, même pas une seconde, zéro. Là c'est certain, à moins qu'il y ait un champion cycliste ou d'haltérophilie, parce que les haltérophiles font ça. Ils soulèvent 200 kilos de 2 mètres en 2 secondes. Donc les haltérophiles font ça. Alors la différence, les haltérophiles, ils tiennent la barre avec la main, alors que lui, il regarde les caisses, et elle monte de 2 mètres. Il les touche pas et elle monte. Donc ça c'est balèze. Mais sinon, en fait, il fait un effort d'haltérophile, quoi, finalement. Et donc, c'est assez fort pour un humain, c'est plutôt un humain puissant, un humain entraîné, mais ce n'est pas surhumain. 1000 watts, ce n'est pas surhumain, mais ce n'est pas facile à faire en pratique. D'ailleurs, dans la salle, personne ne fait 1000 watts, même une seconde. Alors ensuite, on peut passer à Yoda. Quelle puissance de Yoda? Alors Yoda, dans cette scène, parce que Yoda, il fait plein de trucs, mais il y a plein de trucs qu'on ne sait pas trop gérer, je ne sais pas trop estimer. Là, dans cette scène, regardez. Donc vous vous rappelez cette scène, je dis ça pour ceux qui n'ont pas vu le film, là Skywalker est sur Dagobah, il est arrivé pour voir Yoda, il s'est posé avec son vaisseau interstellaire, comme un neuneu il s'est posé près d'un lac, près d'un marais, puis le vaisseau gloub gloub gloub, il est tombé dans le marais, il coule. Merde, le vaisseau est dans le marais, alors il est dans le marais, et Yoda lui a dit, écoute, tu as soulevé 2 grosses caisses et un robot, le vaisseau, c'est pareil, tu te concentres, et il sort, le vaisseau il sort, c'est tout pareil, tu n'as pas à te prendre la tête, c'est pareil. C'est comme tu sais faire 32 x 25, et ben tu sais faire 687 857 x 492 832. C'est pareil. Sauf que les enfants, quand ils voient, oh putain, mais il y en a plein, ou là ça va être compliqué. En fait, non, c'est pareil, c'est juste plus long. Et donc, Skywalker essaie, avec ses 1000 watts, ça ne marche pas. Enfin, je sais pas, il n'arrive pas à dépasser 1000 watts. Alors Yoda lui montre la réponse. Là, Yoda, il est en mode calme, vous voyez, il est là. Tu n'as pas compris l'exercice, je vais te montrer. Je te montre la réponse de l'exercice trivial que tu n'as pas su faire. Et il sort le vaisseau entier du marais, et il fait pareil. Il est calme là, on sent que... il lui fait la démonstration que c'est possible, et Skywalker est un peu maté. Bon, alors là, il a fait combien de watts, Yoda? C'est pas compliqué. Si on a les watts de Skywalker, on a les watts de Yoda, parce qu'en gros, il soulève sur les 2 grosses caisses et un robot, il soulève un vaisseau interstellaire de la même hauteur, dans la même durée, contre la même gravité. Donc, le vaisseau, il pèse combien? Alors, j'ai pris 200 kilos, donc j'ai pris pour le vaisseau, alors on ne sait pas combien pèsent les vaisseaux interstellaires, les X-Wing, je ne sais pas. Enfin, ça a une taille vu la taille, c'est de la ferraille, de toute façon. C'est pas des trucs extraordinaires. Il y a peut-être des machins magiques dedans, mais enfin, c'est de la ferraille. La ferraille, ça pèse tant. Et quand on compare ça avec un objet comparable, analogue, par exemple, un chasseur de combat, qui a à peu près la même taille, ça pèse 20 tonnes, quoi. Je dis 20 tonnes, c'est bonnard, parce que 20 tonnes, c'est juste 100 fois 200 kilos. Donc, si vous me dites 25 tonnes, je prends, on est d'accord, c'est pas très grave. Moi, ça me permet de faire 100 fois 200 kilos. Et comme c'est 100 fois 200 kilos et que tout le reste est pareil, il a à peu près la même hauteur, dans la même durée, sur la même planète. Donc, il est 100 fois Skywalker. Sa puissance, c'est 100 fois Skywalker. 100 000 watts. Oh, alors là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas du tout. 100 000 watts, ça commence à être beaucoup pour un humain. Enfin, beaucoup pour un humain. Qu'est-ce qui fait 100 000 watts dans le quartier, là? Là, tout près d'ici. Enfin, qui fait 100 000 watts, pas en ce moment. Mais quand je rentrerai ce soir sur Paris, je vais les faire. Je suis prudent sur l'autoroute, mais à 130 sur l'autoroute, une voiture de base, c'est 100 000 watts. D'accord ? Une voiture, c'est 100 000 watts, il faut réaliser ça. Alors, tout à l'heure, remarquez ce qu'on a dit. Donc, Yoda, ça serait donc une voiture, 100 000 watts, 120 chevaux, une voiture, c'est 120 cheval vapeur, c'est 100 000 watts à peu près, 130. Et donc, 100 000 watts. Donc, Yoda, c'est 100 000 watts. On a dit que c'était 100 Skywalker. Skywalker, c'était 1000 watts, c'était 10 humains. Yoda, c'est une voiture. Yoda, c'est 100 Skywalker, qui est 10 humains. On simplifie par Yoda et par Skywalker. Ça fait qu'une voiture, c'est 1000 humains. Vous remarquez qu'on n'était pas obligé de passer par Yoda et par tout ça. On pouvait partir directement, mais c'est plus rigolo comme ça, en simplifiant par Yoda. Et donc, une voiture, c'est 1000 humains. Donc, quand ce soir, je serai sur l'autoroute, et quand vous êtes sur l'autoroute à 130, vous avez 1000 types qui pédalent devant vous. Yeah! C'est ça que ça veut dire quand vous accélérez.
Vous n'oseriez pas fouetter les gens pour accélérer un petit peu, dire mamie devant, elle avance pas, tut, tut, et puis on y va à fond. Vous n'oseriez pas fouetter les gens, quoi. Ben, faites la même chose avec votre voiture. Restez calme. D'abord, ça évite les accidents. Ensuite, ça consomme moins d'essence. C'est moins cher. Enfin, ça pollue moins. Parce qu'on consomme moins d'essence, on met moins de CO2 dans l'atmosphère et on fait moins chier des détails qui vont après perturber l'environnement et augmenter, participer pour partie à l'augmentation du réchauffement climatique qui nous afflige et va nous affliger encore plus considérablement dans les années qui viennent. Une voiture, 100 000 watts, c'est une puissance considérable qu'on a sous le pied et donc qui fait des transformations considérables, déplacer 1 tonne de ferraille avec un humain de 70 kg dedans. Vous remarquez l'inefficacité du truc. Un vélo, ça fait 10 kg et ça déplace aussi un humain de 70 kg avec les watts de l'humain. Plus lentement. Plus lentement. Évidemment plus lentement parce qu'un humain n'est que 100 watts et la voiture c'est 100 000 watts. Donc on va plus lentement de Paris à Marseille en vélo que de Paris à Marseille en voiture. Bon, notez que le temps que vous avez dû travailler pour disposer de votre voiture pour aller de Paris à Marseille, il a fallu lâcher le pognon pour acheter l'essence, pour payer le péage, pour avoir la voiture pendant les 8 heures du trajet, pour payer l'assurance. Combien de temps vous avez travaillé pour tout ça? Je vous laisse faire le calcul. Et vous devriez, pour calculer votre vitesse moyenne de Paris à Marseille, vous devriez calculer, non pas la durée du voyage, mais la durée du voyage plus la durée qu'il a fallu bosser pour avoir la voiture pendant 8 heures. Et quand on fait ce calcul, la vitesse moyenne de la voiture, c'est combien? C'est pas 800 km en 8 heures, typiquement ce qu'on fait pour Paris-Marseille, 100 km par heure. C'est 20 km par heure. C'est la vitesse d'un vélo. D'accord, ça s'appelle la vitesse généralisée d'une voiture. Vous regarderez ça, je fais un peu de name dropping. Vous regarderez ça, il y a des articles très bien là-dessus. C'est Ivan Illich qui a proposé cette idée que la voiture, ça n'est pas sa vitesse réelle, ça n'est pas que la vitesse instantanée de la voiture ou sa vitesse moyenne sur un trajet, c'est aussi le temps qu'il a fallu bosser pour avoir la voiture en permanence. Je rappelle, les voitures sont utilisées 5% de leur temps de vie. 5% du temps de vie de la voiture est utilisé pour rouler. Le reste du temps, elle est garée, elle ne sert à rien. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc là, 100 000 watts, c'est une voiture, ça rigole pas. L'empereur, là, il rigole pas du tout, lui. Dans cette scène, regardez ce qu'il fait. Il veut détruire Skywalker, tuer Skywalker qui ne veut pas aller du côté obscur. Donc il électrise Skywalker en émettant des éclairs par ses doigts. Il utilise la force comme un générateur de tension. Combien de volts? Bon, on ne sait pas, mais on peut l'estimer. Parce qu'il a rendu l'air conducteur, il a créé un champ électrique avec la force si intense qu'il a rendu l'air conducteur, qui est un isolant habituellement. Pour rendre l'air conducteur, il faut créer un champ de 3,6 millions de volts par mètre d'écart entre les électrodes. Là, les éclairs, ils font combien? 3, 4 mètres, 5 mètres 3, 4 mètres, 5 mètres fois 3,6 millions de volts par mètre, ça nous fait au bas mot 10 millions de volts, peut-être 20 millions de volts. Et puis, il veut tuer Skywalker. Si on veut la puissance de l'empereur, c'est pas tout d'avoir les volts. La tension, il faut aussi l'ampérage, l'intensité du courant électrique. Le produit des deux, les volts multipliés par les ampères, ça fait les voltampères qu'on appelle aussi les watts en électricité. Combien d'ampères? On ne sait pas. On sait qu'il veut le tuer. Je rappelle qu'on a tué des gens avec l'électricité, volontairement. Ça s'appelle la chaise électrique aux États-Unis, l'exécution capitale aux États-Unis. C'est documenté, on peut regarder sur Internet et trouver les brevets de tout ça. On faisait circuler dans le corps de ces humains suppliciés 5 ampères. Les gars, ils fumaient. Il y a des descriptions horribles de ce qui se passe. Enfin, c'était une méthode... tuer des humains est toujours d'une barbarie horrible, mais là, les tuer avec de l'électricité n'est pas une bonne façon. Enfin, c'est jamais une bonne façon, de toute façon. 5 ampères. Donc, soyons généreux. Mettons que 1 ampère, il veut le faire parler un peu. Il fume un peu. Vous avez vu qu'il fume un peu. C'est normal, hein, le courant électrique, quand ça circule dans un conducteur, même un mauvais conducteur, en particulier un mauvais conducteur comme le corps humain, eh bien, ça dissipe de la chaleur. Ça s'appelle l'effet Joule. Et le corps humain, c'est les 2 tiers, c'est de l'eau. De l'eau chauffée, ça s'évapore, ça fume un peu, ça se recondense. C'est normal qu'il soit comme ça, il prend des watts. Combien de watts? On a dit 20 millions de volts fois 1 ampère, parce que je suis généreux, ça fait 20 mégawatts. 20 millions de watts. C'est 100 fois Yoda. 10 millions de watts, c'est 100 fois Yoda. Ça, c'est beaucoup. 10 millions de watts, c'est un TGV double rame à 300 à l'heure sur la LGV entre Paris et Lyon. Vous ne dites pas au TGV, arrête-toi. Donc quand vous croisez l'empereur, vous ne dites pas « je te méprise, je te hais, je vais te casser la gueule ». 10 mégawatts, vous êtes satellisé, littéralement. Il utilise la force pour ses vertus antigravitationnelles et vous êtes en orbite. Et là, vous avez des problèmes, évidemment. Mais même, sinon, il vous regarde et il vous tue en vous écrabouillant la gorge. Donc quand on a une puissance de 10 mégawatts à sa disposition, on a raison par défaut.
Hein, comme dans je ne sais plus quel film, quand ceux qui pèsent 60 kilos écoutent ceux qui en font 120, et ben, quand ceux qui font 120 kilos parlent, ceux qui en font 60 écoutent attentivement. D'accord ? Et les 120 kilos, c'est pas tant une question de masse. Bien sûr, la masse va compter. Pourquoi ? Parce que 1 kilo de muscle humain, ça produit un certain nombre de watts, typiquement, quelques dizaines de watts. Et quand on a beaucoup de kilos de muscle, on fera plus de watts que quand on n'a pas beaucoup de kilos de muscle. C'est aussi bête que ça. Et donc, ceux qui pèsent lourd, en plus d'avoir une inertie non négligeable, on ne les pousse pas facilement, bah, ils ont les watts. Donc, on écoute attentivement ce qu'ils disent, ou on s'en prémunit d'une façon ou d'une autre, ou on les manipule. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. Sabre laser, maintenant. Quelle puissance un sabre laser ? Dans cette scène, on peut estimer, où on voit Qui-Gon Jinn qui veut passer cette grosse porte métallique qui s'est refermée juste avant, parce que ces deux-là ont un peu la trouille de se faire casser la figure par les Jedi. Et il fait fondre la porte. Ça fond, littéralement ça fond. On va revenir sur la scène pour s'arrêter, voilà, pour s'arrêter là. Il fait fondre la porte littéralement en plongeant son sabre laser dedans. Une porte métallique. Alors là, ça se calcule, c'est pareil. Pour faire fondre du métal, on le chauffe de la température ambiante à la température de fusion. Ça dépend du métal. Alors évidemment, c'est quoi ce métal ? On ne sait pas. Mais en tout cas, dans ma perspective, d'analyse d'un film qui n'est pas un film finalement, qui est un documentaire, c'est pas un métal à la con, genre l'adamantium, le nobténium, le mithril, enfin les trucs que la science-fiction nous sort pour sortir le super métal qui résiste à tout. D'abord, celui-là ne résiste pas à tout, sabre laser le fait fondre. C'est un métal normal, enfin un alliage normal, peut-être de l'acier, je dis de l'acier parce que ça permet de trouver facilement les valeurs, et les valeurs qui vont concerner, par exemple la température de fusion de l'acier à 1520 degrés Celsius, ou sa masse volumique, ça pèse 8 tonnes par mètre cube. Oui, parce que je vais avoir besoin de la masse d'acier qu'ils font. Si on suppose que c'est de l'acier. Ça dépend de quelle quantité. Faire fondre 1 kilo d'acier, c'est pas comme faire fondre une tonne d'acier. Il faut 1000 fois plus d'énergie pour une tonne que pour 1 kilo. Et la durée, on la voit, quelques secondes encore une fois. Alors comment j'estime la masse d'acier ? Bah, regardez, là, il y a le rayon de courbure qui est tracé là, il y a le personnage qui est ici. Je peux comparer ce truc-là à la taille du personnage. Ça fait, je ne sais pas, 80 cm, 1 mètre peut-être. Il a fait un cercle de à peu près 1 mètre de rayon dans de l'acier, dans une grosse porte blindée qui a dû se fermer comme les portes de Fort Knox, par exemple. Fort Knox, sur Internet, quelle est l'épaisseur des portes ? On trouve la réponse, 27 pouces. Vas-y, 1 pouce, 80 cm d'épaisseur. Donc il a fait un truc qui fait en gros, soit 80 à 1 mètre de rayon, dans 80 cm d'épaisseur, et il a fait fondre tout ça. Donc le volume de ce cylindre, vous vous rappelez du volume du cylindre ? Pi fois r au carré, multiplié par la hauteur. La surface de base fois la hauteur. 3/4 de mètre cube, 8 tonnes par mètre cube, ça fait 6 tonnes d'acier. Il fait fondre 6 tonnes d'acier en 3 secondes, donc il fait monter la température de la température ambiante à 1500 degrés Celsius en gros. Donc ça, il va falloir tenir compte d'un truc qui s'appelle la chaleur thermique, la capacité thermique de l'acier, qu'on trouve dans les livres. Puis il y a un petit backshit qui s'appelle la chaleur latente de fusion, on oublie les détails, mais ça se calcule. On trouve beaucoup de joules, beaucoup d'énergie, on divise par 3 ou 4 secondes, et la réponse est 1 milliard de watts. 1 milliard de watts. C'est 100 fois l'empereur. 1 milliard de watts, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui est comparable à 1 milliard de watts ? Alors, on est 10 mégawatts, c'était un TGV. 1 milliard de watts, qu'est-ce qu'il y a comme machine qui fait 1 milliard de watts sur Terre ? Un réacteur nucléaire. Alors, un réacteur nucléaire, en fait, c'est 3 milliards de watts de chaleur, dont 2 milliards sont évacués dans les tours aéro-réfrigérantes, et 1 milliard de watts est transformé en électricité. Un réacteur nucléaire produit 1 milliard de watts, 1 gigawatt d'électricité, et il y a 3 gigawatts de chaleur produite au cœur, 2 sont perdus, vraiment perdus, et 1 gigawatt va en électricité. Donc là, on a l'équivalent dans un truc qui est gros comme ça. C'est ça, regardez. On compare, regardez. C'est ça. Donc il y a un machin comme ça, c'est 1 gigawatt, comme un réacteur nucléaire. Je rappelle, un réacteur nucléaire, juste le réacteur, hein, c'est 5 mètres de diamètre, 8 mètres de haut. Ça tient dans la pièce, mais tout juste. Donc c'est pas des piles qu'il y a dedans, on est d'accord. Hein, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas des piles, ça c'est sûr. Si on veut être réaliste, c'est pas des piles. Alors, 1 gigawatt de puissance. On peut aussi faire une petite remarque de sécurité. On ne met jamais ses mains près de plusieurs kilogrammes d'acier en fusion, jamais. Ça s'appelle un barbecue, enfin, sauf qu'on ne fait pas de l'acier en fusion dans les barbecues, on met plutôt des braises, mais c'est ça l'idée, quoi. On ne fait pas ça. On ne regarde jamais directement avec ses yeux des sources lumineuses intenses. On met des verres de soudeur. Donc là, il aurait dû avoir des gros gants, genre vulcanologue, plus des verres de soudeur pour déjà, à minimum, nous faire croire qu'il prend en considération la sécurité de manipulation. Donc ça veut dire, alors vous voyez, il y avait les valeurs qui étaient là.
1 gigawatt. Voilà, donc ça veut dire, vous voyez, qu'on a pu classer les Jedi comme ça, par puissance, et on sait dire, celui qui manipule un sabre laser, comme ça, lui là, il est à 1 gigawatt, parce qu'il prend l'énergie de la force, il la met dans le sabre laser pour faire fondre cette porte, et puis etc. Donc on peut classer les Jedi, au moins dans leurs actions. Après, peut-être, Luke Skywalker a progressé, il est devenu très puissant à la fin. Yoda, il y a des moments où il s'énerve vraiment, bon, il doit faire plus que 100 000 watts, hein, il doit peut-être monter lui aussi à 10 ou 20 mégawatts, je ne sais pas, peut-être même 1 milliard de watts quand on manipule les sabres laser. Alors, dans le milliard de watts, il y a une machine intéressante qui est la machine d'Octavius dans le film Spider-Man 2, un film de 2003. Octavius est un scientifique qui tourne mal et qui a inventé une machine qui fait de la fusion thermonucléaire. Et là, il nous fait la démonstration de cette machine dans cet extrait. Vous remarquez que lui, il a mis des lunettes de soudeur. Nous allons voir dans un instant que ça fait parcours d'une bonne intention, mais c'est insuffisant. Donc là, il y a des espèces de faisceaux lumineux, disons des lasers qui éclairent une petite boule qui est là, qui tient toute seule, on ne sait pas comment, en lévitation, en sustentation. Et pouf! Voilà, ils ont réussi des réactions de fusion. Il y a une petite machin qui est apparue. Vous avez bien vu la forme de ce qui est apparu. On va la revoir. Il est content de lui. Il a une espèce de truc dans le dos, je passe sur les détails techniques, sinon on n'en sort plus. Skywalker, il y a Spider-Man qui est à gauche, là. Nous avons un surplus de 1000 mégawatts, 1000 mégas, 1000 millions, donc 1 milliard de watts, ça produit 1 milliard de watts, son truc. C'est remarquablement petit pour produire 1 milliard de watts, hein. C'est-à-dire un réacteur nucléaire, c'est beaucoup plus gros. Là, c'est de la fusion. La fission nucléaire qui est utilisée dans les réacteurs actuels, c'est briser un gros noyau en deux pour en extraire de l'énergie. Là, c'est de l'assemblage de 2 petits noyaux, deutérium et tritium. Dans le film, il parle que de tritium, mais deutérium et tritium, assembler 2 petits noyaux pour faire un noyau plus lourd qui est d'hélium 4, et ça produit de l'énergie. Donc, assembler 2 petits noyaux pour en faire un plus gros, ça s'appelle fusion thermonucléaire. Alors, dans cette image, si ce qu'il a là, regardez bien la façon dont c'est représenté là-bas, la boule de fusion, en fait, ça aurait dû, il y a un tout petit container, ça aurait dû être consommé très vite, et boum, ça fait une sorte de flash lumineux, puis ça s'arrête tout de suite. Flash lumineux qui ne devrait pas être en lumière visible, les températures des plasmas de fusion, c'est typiquement 150 millions de degrés. Et donc, je ne recommande pas, même avec des lunettes de soudeur, d'être à 2 mètres d'une sphère de plasma de fusion qui doit faire 1 mètre de diamètre. Je ne recommande pas ça. On peut faire un petit calcul. Cette chose-là, si c'est vraiment un plasma de fusion qui fait 1 mètre de diamètre, la distance à laquelle vous prenez un steak dans la main et vous le mettez comme ça, face à la lumière reçue de cette sphère, et le steak grille, c'est-à-dire la distance à laquelle le steak reçoit sous forme de lumière autant qu'un steak dans une poêle, c'est 300 mètres. Donc à moins de 300 mètres, vous êtes plus grillé qu'un steak dans une poêle. Et donc, du coup, 300 mètres, il faut être un peu plus loin. On a compris que l'idée, c'était un peu plus loin. Donc, l'idée de mettre des lunettes de soudeur est une bonne intention, mais insuffisante. Voilà, ça va pas, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez. Donc là, il a comme une machine qui produit 1 milliard de watts, 1000 mégawatts, et c'est ce qu'on espère faire, les machines à fusion qu'on espère faire, je vais en parler dans un instant, on espère qu'elles vont produire de cet ordre de grandeur-là, 1 gigawatt de puissance électrique. Alors, voilà, regardez une image du Soleil vue en rayon ultraviolet, avec une éruption solaire pour que ça fasse joli. La Terre n'est pas à cette position vis-à-vis du Soleil, on est bien d'accord, mais à l'échelle, voilà ce que c'est une éruption du Soleil par rapport à la Terre à l'échelle. Donc la Terre, on la prend, on la jette dans le Soleil, il ne s'est rien passé. Pour le Soleil, il ne s'est rien passé. Pour la Terre, c'est un autre problème, mais pour le Soleil, il ne s'est rien passé. C'est vraiment un astre d'une autre dimension, d'une autre échelle que notre Terre. Et on voit que l'image qui a été prise dans le film, vous vous rappelez, c'est exactement une image du Soleil en ultraviolet ou en longueur d'onde non visible à nos yeux, et qu'ils ont mis au centre, d'ailleurs il le dit à la fin de la séquence, c'est la puissance du Soleil dans la paume de ma main, et donc ils ont fait exactement ce qu'on fait souvent en science-fiction, c'est la puissance du Soleil, on prend un Soleil, on le met au milieu de la machine. Et on fait une machine pas trop grande pour qu'on voit quelque chose, dans une pièce, dans le réel. Voilà ce que ça pourrait être, un système à laser qui allume ce qui est dans la réalité, un système de laser qui allume une petite pastille pour faire de la fusion thermonucléaire. Le laser mégajoule au CESTA à Bordeaux. La sphère de la chambre d'expérience, au centre de laquelle il y a une petite pastille qui fait 3 mm
Elle fait 10 mètres de rayon. Et elle est éclairée par 192, je crois, ou 176 faisceaux laser, pas de 3 ou 4 comme on en voit là, 176 qui doivent arriver simultanément, parfaitement symétriques pour espérer faire la fusion thermonucléaire par compression laser. Là, il y a des lignes d'amplification pour fabriquer les faisceaux laser qui sont là. Le bâtiment de la ligne d'amplification fait 50 mètres de long. On n'est pas dans la machine d'Octavius où c'est un machin qui tient dans la pièce, quoi. Largement. C'est un truc qui fait quelques mètres de taille. Donc ça ressemble à ce qu'on voit dans le film. En même temps, l'espèce de petite sphère violacée qu'on voit autour de la sphère de plasma, ça suggère un champ de force, comme on dit dans les films de science-fiction, qui confine tout ça. Ça suggère un champ magnétique, comme on le fera sans doute avec le champ magnétique pas dans le laser Megajoule cette fois-ci, mais dans ITER. Cette expérience est en construction pour l'instant. La manip est en construction à Cadarache, dans le sud de la France, avec l'idée de faire des plasmas de fusion, cette fois-ci, non pas par confinement inertiel, c'est-à-dire en éclairant par des lasers et en chauffant très intensément par des lasers pour faire une impulsion de fusion, mais cette fois-ci en faisant de la fusion continue dans un champ magnétique qui confine le plasma de fusion. Bon, en tout cas, ce qui est montré dans Octavius, il y a des trucs qui sont plausibles. La fusion, les 1000 mégawatts produits par les réactions, ce qu'on espère faire aussi. Et en même temps, le réel est beaucoup plus grand, beaucoup plus compliqué, puis on ne sait pas le faire en pratique. Dans les lasers à confinement inertiel, le NIF américain n'a fait que 2 fois des réactions de fusion où on produit plus d'énergie dans les réactions qu'on en a injecté dans le système pour produire les réactions. On a payé l'allumette une certaine énergie, et on récupère plus d'énergie que l'allumette qu'il a fallu mettre. C'est la difficulté des réactions de fusion, les plasmas, enfin c'est compliqué. Alors on va venir maintenant sur Pacific Rim avec les Jaeger. Vous avez peut-être vu Pacific Rim, il y a des espèces de gros robots, c'est des films de gros robots qui se patatent entre eux et surtout avec des espèces de kaiju, des monstres horribles qui arrivent et ils les patatent littéralement à coups de poing. Bon, c'est une ambiance. Alors voilà le Jaeger, un de ces robots géants qui sort de son entrepôt. Il met en marche une espèce de truc qui tourne, dont on apprendra plus tard que c'est un nucléaire, c'est une turbine nucléaire. Donc là, c'est le pied du robot. Vous voyez, le type en bas, là, il donne l'échelle du robot. Là, vous voyez, c'est ce truc-là. Il y a 2 humains à l'intérieur qui vont piloter le robot. Le robot est assez grand. Il sort. Il y a des hélicoptères qui donnent l'échelle. Il sort d'un immense bâtiment sur un truc qui roule avec des chenilles. Ça ressemble étonnamment aux fusées qui sortent du VAB, le bâtiment d'assemblage des fusées à Cape Kennedy, à Cape Canaveral, où il y a ce VAB, ce grand bâtiment d'assemblage qui fait, je ne sais plus combien, 100 mètres de haut. Et les fusées sortent de ça sur le crawler, cette grosse machine qui fait plusieurs mégawatts de puissance, juste pour avancer avec des grosses chenilles qui transportent les 3000 tonnes de la fusée. La machine elle-même fait, je ne sais pas combien, 1000 tonnes. Elle roule très lentement, 1 ou 2 km par heure pour transporter la fusée sur son pas de tir. C'est exactement ça qu'on voit. Et ce robot, dans le film, s'appelle Gypsy Danger. On nous dit dans le film, ça c'est les blueprints qui sont en part du film, pendant le film, et qu'on peut récupérer à part. 88 mètres de haut. D'ailleurs, il y a un humain ici qui nous donne l'échelle. Vous voyez, il y a un tout petit humain, il y a un gros bousin. Il est en ferraille. Il pèse 7000 tonnes. On nous dit qu'il pèse 7000 tonnes. Et sa source d'énergie, c'est un nucléaire vortex turbine. Bon, on comprend que c'est nucléaire, disons un réacteur nucléaire. C'est le gros machin là, qui est au centre là, comme dans, comment il s'appelle, Iron Man, il a aussi un truc, je sais pas pourquoi c'est toujours là. Enfin, bon, ça tourne, et là on sent que ça envoie les watts. Alors, on peut comparer la taille de ce robot aux grands engins qu'on sait faire, typiquement les fusées, il n'y a guère que ça qu'on sait faire d'aussi grand. Alors les Saturn V qui ont été sur la Lune, le SLS pour la NASA ou le Starship de SpaceX, chaque fois c'est plusieurs milliers de tonnes et une taille de 100 mètres. Donc vous voyez que ce truc est plutôt plus dense qu'une fusée, il y a beaucoup de ferraille dedans, et il est sans doute, dans une fusée habituelle, il y a un peu de ferraille, mais il y a beaucoup de tonnes qui sont du carburant en fait. Les milliers de tonnes là-dedans, c'est beaucoup du carburant qui est nécessaire pour faire décoller la fusée. Là, il y a beaucoup de ferraille, c'est le robot, et puis il y a le nucléaire vortex turbine dedans qui tourne. Alors on peut s'amuser à faire quelques estimations de puissance de l'engin. À un moment donné, il se patate avec des cailloux, une espèce de gros monstres, et puis il en prend des cailloux, il les prenne, et puis hop, il les balance. C'est un peu du catch entre robots. C'est un truc de garçon, il faut reconnaître. Je reconnais bien volontiers, c'est un film un peu à la con, il faut reconnaître. Mais le deuxième est encore pire. Voilà, donc si vous devez n'en voir qu'un seul, regardez le premier. Bon. Et donc il se patate avec les gros kaijus, ces gros monstres qui viennent des abysses. Bon, il y a plein de raisons bizarres pour ça. Et il les balance loin. Et alors,
dans un des combats, il y a un kaiju qui s'appelle Knifehead. On nous dit la masse dans le film, il fait 2700 tonnes. Et il y a un robot de 7000 tonnes qui prend un machin de 2700 tonnes et vas-y, il le balance. Alors on peut calculer, hein. Parce qu'à un moment donné, les 50 mètres de haut, je l'ai fait parce qu'il le soulève en fait d'une hauteur que je peux mesurer, que je peux estimer à partir de l'immeuble qui est à côté. Évidemment, quand on se patate, ça a quelques conséquences néfastes sur le voisinage. Et on voit l'immeuble à côté avant qu'il s'écrabouille dessus. Donc on peut estimer la hauteur à laquelle il a balancé le kaiju de 2000 tonnes. Il l'a balancé vite, comme dans un combat de boxe, en échelle de temps, une seconde. Il se met des patates et l'autre, il vole de 50 mètres. Eh bien moi, je sais calculer quelle énergie ça fait. Et donc, quelle puissance ça va faire, parce qu'il a fallu une seconde pour faire ça. Eh bien, il faut 1 gigawatt. Pour balancer 2000 tonnes sur 50 mètres en une seconde, il faut 1 gigawatt de puissance. Et on nous dit qu'il a un nucléaire, vortex turbine, mais un nucléaire truc. Et un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Bon. Je ne dis pas que c'est possible, mais je dis que l'ordre de grandeur, il est respecté. Après, il y a des problèmes mécaniques, il ne faut pas que ça casse, enfin, il y a d'autres trucs qui se passent, d'autres choses d'ingénierie, disons. Mais du point de vue puissance, ce n'est pas délirant, finalement, c'est pas si délirant. Je m'attendais à trouver vraiment un écart énorme. Ben, ce n'est pas si délirant que ça. Peut-être son vortex turbine, il produit les gigawatts qu'il faut, peut-être 1 ou 2, il y en a peut-être 2 à un caché quelque part. Il produit peut-être les gigawatts qu'il faut. Bon, évidemment, c'est particulièrement ridicule de faire des robots géants pour patater des cailloux, mais enfin, sinon, voilà, il y a cette question-là de puissance. On peut regarder aussi le couple qu'il faut pour simplement soulever le bras, je peux vous dire, c'est beaucoup. Enfin, voilà, c'est de la mécanique subtile. Et on peut même se demander si c'est malin de faire ça. D'ailleurs, ça, c'est juste un humain dilaté à très grande taille, et il y a des lois d'échelle, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire, les rapports de taille, si on regarde les os, les os d'une grenouille, les os d'un chat, les os d'un chien, je prends le fémur par exemple, d'un cheval et d'un éléphant, bah, c'est toujours un fémur. Mais si on regarde comment varie le diamètre en fonction de la longueur de l'os, ben l'éléphant, l'os, il est plus grand que la grenouille. Bon, ok. Mais le diamètre, est-ce qu'il est proportionnellement aussi grand pour l'éléphant qu'il l'est que pour la grenouille? C'est-à-dire que si l'os, il est, je ne sais pas, 100 fois plus grand, est-ce que le diamètre, il est 100 fois plus grand? Ben non, il n'est pas 100 fois plus grand. Il est plus que 100 fois plus grand. Il est 100 à la puissance 3,5 fois plus grand. Et il y a des raisons de mécanique derrière, et donc peut-être que d'avoir une sorte de structure humaine, enfin humanoïde au sens humanoïde, on comprend, mais humaine avec des proportions qui ressemblent à un humain, c'est sans doute pas une bonne idée. Voilà. Il faudrait qu'il ait des cuisses beaucoup plus larges, enfin qu'il ait un rapport d'aspect qui soit un peu différent s'il voulait être stable sous son propre poids. Là, la probabilité non nulle, c'est que ce truc s'écrase, s'effondre sous son propre poids. En tout cas, il ne faut pas qu'il tombe, sinon il se casse. Dès qu'il tombe, il tombe tout le temps parce qu'ils se patatent comme des malades. Donc la fragilité, bon, bref, ce n'est pas une bonne idée de mettre des robots géants pour patater des cailloux. Mais en tout cas, pour la puissance, bon, c'est pas débile. Alors, un autre endroit où on peut essayer de chiffrer ce qui se passe dans la science-fiction, il peut mesurer l'écart au réel, c'est dans les voyages interstellaires. Là, j'ai mis l'Enterprise pour dire un vaisseau canonique. Mais si on prend nos vaisseaux à nous, alors j'ai pris Saturn V, parce que Saturn V, ça reste une machine extraordinaire. Même, on a fait des équivalents maintenant. Enfin, Saturn V, elle a vraiment été sur la Lune. Les machines actuelles, pour l'instant, elles n'ont toujours pas été sur la Lune. Hein, donc, on attend de ça. Il y en a une qui a fait le tour une fois. Pour le reste, ce n'est pas arrivé. Alors, Saturn V, la puissance développée par son premier étage, c'était 120 gigawatts. La combustion, les tonnes par seconde brûlées de carburant qui sont brûlées, mais c'est incroyable, pendant à peu près 165 secondes, dans à peu près 3 minutes de combustion, ça fait 120 gigawatts. Une unique machine. Alors, elle a duré pas longtemps, parce qu'une fois que le carburant était vide, elle s'arrête. Mais elle a fait 120 réacteurs nucléaires dans une unique machine. Le premier étage, avec les 5 moteurs F1, enfin, un truc de fou, quoi. Ça correspond à un peu moins que 2% de la puissance mondiale en 1969. Cette unique machine, pendant 3 minutes, la puissance mondiale est passée de 100 à 102%. Et après, elle est revenue à 100%. Avec cette unique machine. Vous voyez, c'est quand même 2%, on se dit, c'est pas grand-chose, mais c'est une machine, un peu grosse, mais c'est une seule machine. Ça reste un truc assez étonnant en termes de réalisation. Alors on peut se dire, maintenant, on va faire un voyage interstellaire, on va envoyer, par exemple, 1000 tonnes de charges utiles. 1000 tonnes, c'est pour mettre un peu de ferraille, des communications, mais pas d'humains dedans. Il n'y a pas assez de masse pour mettre des humains qui vont résister au voyage. 1000 tonnes, ce sera de la com, des ordinateurs, la source d'énergie, etc. On envoie 1000 tonnes de charge utile, on l'envoie à 10% de la vitesse de la lumière. C'est une vitesse, disons, que je qualifierais de raisonnable vis-à-vis de la lumière, qui est à 100% de la vitesse de la lumière, mais de incroyable au regard de ce qu'on sait faire maintenant. Maintenant, on est plutôt les vaisseaux, je n'ose même pas dire interstellaires, les sondes Voyager qu'on a envoyées dans les années 75, 77, à peu près 77, elles ont une vitesse terminale de 15 km par seconde, c'est-à-dire elles sont 20 000 fois plus lentes que la lumière. Là, je parle de 1% de la lumière, 10% de la lumière.
C'est incroyable par rapport à 1/20 millième. On ne sait pas faire ça. Mais si on savait faire ça, 10% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que l'étoile la plus proche, on l'atteint en 50 ans. L'allée simple, c'est l'ordre de grandeur 50 ans. Vous voyez, c'est quand même un voyage un peu long. Et on n'est qu'à 10%. C'est pas Star Wars, on est d'accord, ni Star Trek. Donc si on fait ça, l'énergie de mouvement, 4,5 10 puissance 20 joules, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est en gros équivalent à une année d'énergie humaine. L'humanité consomme en une année, en gros, l'énergie cinétique de 1000 tonnes à 10% de la vitesse de la lumière. Donc si on voulait envoyer ces 1000 tonnes à 10% de la lumière, on coupe tout pendant un an, tout, mais tout, les frigos, les bagnoles, tout. Toute cette énergie qu'on n'a pas eu, tout, sans exception, tout. Et toute l'énergie qu'on n'a pas consommée, on en fait un gros tas, je passe sur les tailles techniques, on la met dans les 1000 tonnes, je passe sur les tailles techniques parce que sinon on n'en sort plus, puis c'est compliqué. Et bien là, voilà, on a 10 tonnes à 10% de la lumière. Vous voyez, c'est quand même pas... c'est compliqué. C'est toute l'énergie humaine pour faire un voyage modeste, aller simple, en 50 ans. La production primaire 2024, c'est 6, 10 puissance 20, donc c'est l'ordre de grandeur. Alors voilà une autre image, ça c'est une image que je trouve assez spectaculaire aussi, du décollage du Starship, 120 gigawatts, c'est le même ordre de grandeur, 120 gigawatts. Ça consomme 23 tonnes par seconde d'essence, enfin de carburant. 23 tonnes par seconde, vous voyez, ça rigole pas du tout. 7600 tonnes de poussée, vu la masse du truc, ça rigole pas. Alors essayer de faire un vaisseau interstellaire, ça a été pensé, là c'est des vaisseaux qui quittent un peu la Terre et qui s'est bricolé autour. Pour l'instant, le Starship, il a encore quelques soucis et on ne sait pas retourner sur la Lune. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas retourner durablement sur la Lune, même si des gens tentent le coup. Dans les années 70, on a imaginé ce projet, il y en a eu d'autres, je mets celui-ci parce que c'est un des premiers, le projet Daedalus, un projet de vaisseau interstellaire, ça c'est bien sûr une vue d'artiste, qui aurait fonctionné la propulsion par fusion, par confinement inertiel, c'est dont on parlait tout à l'heure, qu'on ne maîtrise pas, et qu'on imaginait pouvoir maîtriser dans les 70, peut-être maintenant, mais on ne sait toujours pas le faire. Donc c'est pas gagné ce truc-là, il y a une brique technique qui nous manque. En tout cas, si on sait faire ça, un voyage à 12% de la vitesse de la lumière, charge utile 450 tonnes. Alors pour vous donner une idée, la chambre de combustion ici, elle fait 50 mètres de diamètre. La charge utile, c'est ce tout petit bloc qui est là derrière le bouclier. Tout le reste, c'est des réservoirs. Donc essentiellement, ce truc fait des dizaines de milliers de tonnes et il y a 450 tonnes de charge utile. Donc avec ça, on peut faire des choses. Il y a des antennes et des machins. On vise l'étoile de Barnard, là, il visait cette étoile plutôt que Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, en 50 ans. Et donc la puissance du réacteur pendant les 2 ans de la propulsion, c'est 37 térawatts, 37 000 milliards de watts. La puissance de l'humanité, c'est 20 000 milliards de watts. L'énergie consommée par l'humanité en une année divisée par un an, par le nombre de secondes dans un an, à peu près 31 millions de secondes, eh bien ça fait 20 000 milliards de watts. Donc on a une machine unique qui à elle seule fait en gros 2 fois la puissance de l'humanité et qui va propulser pendant 2 ans pour obtenir le résultat qu'on espérait avoir. Ça vous donne une idée qu'à la fois tant en énergie qu'en puissance, il faut un voyage interstellaire raisonnable, je ne parle même pas d'un truc extraordinaire, eh bien c'est déjà une puissance, une énergie très 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 considérable et dont on ne dispose pas. Et je ne parle même pas de la question technique, que ce soit de la fusion qu'on ne maîtrise pas, que l'hélium 3 que ça va utiliser, il faut aller le moissonner sur Jupiter. Le projet, c'était, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire d'abord aller sur Jupiter, et là, on va ramasser l'hélium 3 sur Jupiter, qui va permettre d'envoyer vraiment le vaisseau. Vous voyez, il y a une petite brique technique non triviale au début, quoi. Mais oublions ces détails. En fait, ce sont des détails insignifiants, en réalité, parce qu'on n'a juste pas les watts. On n'a juste pas les joules, la quantité d'énergie, et juste pas les watts, la vitesse d'utilisation de cette énergie. On ne les a pas. Donc on ne le fera pas. Contrairement à l'argent, l'énergie magique n'existe pas. L'argent magique, ça existe, c'est une ligne de crédit sur une banque. Quand vous empruntez de l'argent, on crée 100 000 euros, on vous les prête. Puis vous les rendez, puis après on raye 100 000 euros, et voilà. Et on encaisse les intérêts. L'argent magique, ça existe, c'est tout le temps. Tout le temps. L'énergie magique, c'est non. Vous n'avez pas l'énergie, vous ne ferez pas la chose. Et on peut chiffrer l'énergie qu'il faut pour ça. Dans Avatar, vous avez peut-être vu le film Avatar, ce vaisseau qui s'appelle le Venture Star, qui a permis d'atteindre Pandora, ce monde qui est en dessous, en orbite autour de Polyphème, donc un satellite de Polyphème, qui est en orbite autour de Alpha du Centaure, et enfin Polyphème en orbite autour d'Alpha du Centaure, enfin d'une des étoiles du couple binaire Alpha du Centaure. Ce vaisseau, on nous dit dans le film 2 choses. D'abord qu'il va vers Alpha du Centaure, donc sa distance parcours, on la connaît, 4,37 années-lumière, donc c'est pas mal. Et le voyage, on nous dit dans le film, il a duré 5 ans, 9 mois et 22 jours.
Donc si on fait froidement la division, il y a des subtilités de relativité restreinte, merci Einstein, mais si on fait froidement la division, en gros 4 années-lumière parcourues en 6 ans, pour faire simple, 4 tiers, ça fait 2 tiers de la vitesse de la lumière. 4 sixièmes, ça fait 2 tiers de la vitesse de la lumière. Voilà la vitesse moyenne de ce vaisseau, 2 tiers de la lumière. Tout à l'heure, on parlait de 10%. Là, on est à 66%, 2 tiers de la lumière. Bon, moyenne. Il a accéléré, il a atteint sa vitesse maximum, il a décéléré. Et la moyenne de tout ça, c'est 2 tiers. Bon, je vous laisse réfléchir au plan de vol. En tout cas, ce vaisseau, on le comprend, hein, il éjecte par là des trucs. Ça, c'est les réacteurs. Il éjecte quelque chose et en retour, il va dans l'autre sens, évidemment. Il part dans l'autre sens. Alors, on peut comprendre un certain nombre de choses. Les grosses boules, c'est sans doute, ça contient le carburant, quoi que ce soit. On peut faire une enquête. Je peux faire une conférence un peu technique qui dure 2 heures uniquement sur ce vaisseau. Et ce qu'il y a dans l'aérosphère, c'est de l'antimatière. C'est la seule solution énergétiquement compatible avec ce qui est écrit là-haut. Il n'y en a pas d'autre. Bon. Après, on peut discuter de tout ce que c'est. Ce truc-là, vous savez ce que c'est, ça ? Bon, ça, on comprend. Ça, c'est les réservoirs. Ça, c'est les radiateurs. Le moteur, il produit de la chaleur qu'il faut évacuer, comme dans les 2 chevaux. Sauf qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de circuit de refroidissement, il n'y a pas de matière, il n'y a rien. Donc, on l'évacue par rayonnement. Inutile de vous dire que c'est un peu sous-dimensionné. C'est une bonne intention, mais c'est sous-dimensionné. Très sous-dimensionné. Pour un tel vaisseau, ces trucs-là, ils devraient faire littéralement des centaines de kilomètres de long. La longueur du vaisseau, c'est 2 kilomètres. Comment je le sais ? Parce que ce truc, ça tourne. Dans le film, ça tourne. Et moi, comme un con, je mesure la période de rotation. Alors ces cons-là, ils font chier, on ne voit pas tourner un tour, on voit qu'un quart de tour, donc il faut multiplier parfois réfléchir un peu. Et il fait un tour en 32 secondes. Et donc, par la force centrifuge qui va s'exercer ici et là, il y aura une pesanteur artificielle dans le module. C'est là où les humains vont pouvoir sortir avant d'aller sur Terre. Ou peut-être là où on les a laissés pendant le voyage pour qu'ils restent dans une pesanteur artificielle, soit de la Terre, soit celle de Pandora. Et en gros, pour que ça soit ça, il faut que le rayon ici soit 150 mètres. Donc ça veut dire 150 mètres avec une période de 32 secondes pour avoir une gravité qui est l'ordre de la Terre. Et donc si ça c'est 150 mètres, vous voyez, 2 km, vous achetez quoi. Enfin, je peux vous convaincre qu'on peut acheter 2 km. Après, il y a cette espèce de câble qui est là en forme de tour Eiffel. Je vous laisse réfléchir à ça. Là, c'est le cargo. Là, c'est les zones d'habitation. Et là, c'est quoi ce truc alors ? C'est pour faire joli. D'abord, ça fait joli. Bon, ça, c'est déjà un point. Mais c'est pour quoi faire ? Pour diriger ? Ah, vous pensez comme un genre de gouvernail ? Alors non. Non, enfin, je ne pense pas que ça soit ça. Mais peut-être ils pensent à se faire comme ça, mais ce n'est pas à ça que ça sert. Pour ? Oui, alors c'est un bouclier pour les radiations, mais quelles radiations ? Elles viennent d'où ces radiations ? Là, ils sont ici. Les moteurs sont là. Là, vous avez compris que les moteurs, il faut que ce soit pas parallèle à l'axe, il faut que ce soit un peu sur le côté là pour que ça s'écarte. Hein. Donc il y a une perte de poussée juste en écartant les réacteurs. Il faut que ce soit un petit peu latéral comme ça, et pas comme ça, parallèle à l'axe du vaisseau, mais un peu sur le côté. Et bien ça, en fait, c'est la question qu'on peut se poser aussi sur ce vaisseau, c'est comment il freine. Comment il freine ? Dans l'espace, on ne tire pas le frein à main, quoi. On est d'accord. Hein ? Mais il se renverse. Il fait comme la fusée de Tintin. Il faut qu'il se renverse. Et donc, vous voyez que ça, c'est une image du premier film. Moi, j'ai vu cette image, j'avais fait une grande analyse dès le premier film. Et après, il y a le deuxième film qui est sorti. Et donc, dans cette image-là, on comprend que c'est éjecté par ici, que le vaisseau, il accélère par là. Mais quand il va freiner, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner. Et cette fois-ci, il va toujours être comme ça, mais la flèche verte, c'est-à-dire là vers où il va, elle est ici maintenant. Là vers où il va, ces jets, ils vont être dirigés vers sa destination, de sorte que ça vienne contredire son mouvement et ralentir son mouvement jusqu'à arriver à vitesse orbitale pour se mettre en orbite autour de Pandora. Et donc, c'est toujours éjecté par là, mais le vaisseau a dû se retourner. Et donc, on pouvait prévoir ça dès le début, en regardant ce vaisseau. Et dans le début du deuxième film, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le deuxième film, comment est-ce que les navires réalisent que les humains reviennent leur casser la figure ? Ils voient des points très lumineux dans le ciel, et ils en déduisent que les humains arrivent, et l'image qu'on voit dans l'espace, ce sont ces vaisseaux retournés avec les réacteurs qui projettent leur plasma extrêmement chaud, donc très brillant, vers la planète, parce qu'ils avancent en se freinant grâce à ces réacteurs. Donc on pouvait le dire dès le début. Moi je le savais dès le début qu'on verrait ça un jour. De la même façon, je vous passe fait grâce de l'enquête, que je savais qu'il y aurait des volcans un jour, dès le premier film. Uniquement pour une analyse détaillée du monde. Et il y a eu des volcans dans le troisième film. Et je peux vous dire des trucs sur les quatrièmes, mais plus tard. Enfin, si ce monde est cohérent et qu'il veut utiliser tous les éléments de ce monde. Après, s'il veut faire un carnaval, il fait ce qu'il veut, mais s'il veut rester sérieux. Alors, on peut
estimer l'énergie cinétique du Venture Star, qui vaut 33% de son énergie de masse. Son énergie de masse, c'est MC2, E égale MC2, comme on dit, c'est la formule que tout le monde connaît. 33% de son MC2, oui, parce qu'on peut estimer la masse de Stade Ferraille, c'est 1 million de tonnes, typiquement 1 500 000 tonnes. Donc quelque chose comme ça, 1 million de tonnes, bon, je vais faire ça. Et l'énergie consommée, c'est ça qui est intéressant, le bilan, c'est que l'énergie cinétique de ce vaisseau, juste son énergie de mouvement, l'énergie qu'il faut lui communiquer pour qu'il fasse ce voyage qu'on prétend faire, c'est 130 000 années de consommation énergétique humaine. Ce n'est pas un comme tout à l'heure. Là, c'est un autre vaisseau, c'est beaucoup plus massif. Ce n'est pas 1000 tonnes, c'est 1 million de tonnes. Il y a plein d'humains, il y a plein de trucs. Il y va vite. Il n'y va pas à 10%, il y va à 2/3 de la lumière en moyenne. Là, il faut 130 000 ans. Donc, en énergie, si vous avez un et que ça coûte 130 000, la réponse est non. Voilà, c'est tout. En vraie vie, vous avez 1 euro, la maison coûte 130 000 euros, vous pouvez emprunter 129 999 euros. Ça peut jouer, quoi. Et en énergie, la réponse est non. Et donc, vous voyez que le point qui va nous bloquer sur le voyage interstellaire, ce n'est pas l'intelligence des ingénieurs pour faire des moteurs sophistiqués. D'ailleurs, on s'en contrefout du moteur. On n'a pas l'énergie. Après, on peut discuter de jouer avec les moteurs. Ça peut être intéressant à titre d'exercice intellectuel, mais on n'a tout simplement pas l'énergie nécessaire pour faire ce genre de voyage. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'avoir en tête. Alors, est-ce qu'un jour, on aura l'énergie nécessaire ? Regardez sur ce diagramme, depuis 1800 jusqu'à maintenant, la consommation énergétique annuelle de l'humanité, dans une unité qui est térawatt-an, 1 térawatt pendant un an. Donc 1 térawatt pendant un an, c'est 31 millions de secondes, 31 10 6, le téra c'est 10 12, donc ça c'est 31 18, ça c'est 31 hexajoules. Donc 1 térawatt-an, c'est quelque chose comme 1/20 de l'énergie qu'on consomme actuellement en une année. 1/20. Donc quand on est à 20, c'est en gros l'énergie qu'on consomme actuellement. D'accord ? Et ça tombe bien, c'est là-bas. Ventilé par différentes sources d'énergie, le bois, le charbon, pétrole, gaz et les trucs là-haut. L'eau, l'hydroélectricité, etc. Donc, depuis 1800, notre consommation d'énergie a été multipliée par 32. Là, vous voyez, pour faire le Venture Star, il faut multiplier par 130 000. Ça vous donne une idée. Pourquoi 32 ? D'abord, il y a plus d'humains. Il y a 8 fois plus d'humains. On est passé 1 milliard d'humains en 1800. Maintenant, on est 8 milliards à peu près. On va maximiser, on va toper à 10 milliards environ dans les années 2050. Et après, ça va stationner puis descendre un petit peu. Et chaque humain consomme en moyenne 4 fois plus. Il y a des disparités très considérables dans la consommation énergétique des humains. Entre les humains qui ont le plus de puissance et les humains qui ont le moins de puissance, il y a un facteur 100. Les humains qui ont le plus de puissance ont 25 kW par humain. Les humains qui ont moins de puissance ont 250 watts par humain. Nous, en France, on est typiquement entre 4500 et 5000 watts par humain. Tout compris, pas que vous, chez vous. Tout compris avec toutes les machines qui sont en France, toute l'énergie consommée par la France, divisée par un an. Alors, l'essentiel de ces ressources, ça vient des fossiles. Là, les trucs grisés, foncés, 77% de cette énergie, ça vient des énergies fossiles, qui ont vocation à disparaître d'une façon ou d'une autre. Soit elles vont s'épuiser, soit il faudrait arrêter de s'en servir. Arrêter de s'en servir parce que le CO2 qui est consécutif à leur combustion, s'accumulant dans l'atmosphère, provoque ce réchauffement, le déséquilibre radiatif de la Terre et ce réchauffement climatique qui nous afflige. Donc, ces fossiles, soit ils disparaîtront parce que c'est du stock, un jour il n'y en aura plus, soit il faudrait arrêter aujourd'hui, idéalement, de s'en servir. Donc le 77% de l'énergie dont on dispose, ça va dégager à un moment donné. Il reste le petit machin qui est là-haut. Et là, on parle de 130 000 ans actuels, 130 000 fois actuellement. Vous voyez que ça ne va pas être facile de faire tourner des vaisseaux interstellaires à des éoliennes ou des panneaux solaires. On pourra faire des trucs avec ça, ou du nucléaire, mais ça ne va pas être facile. Voilà. On pourra faire des trucs, mais pas des vaisseaux interstellaires sans doute. Et donc la puissance de l'humanité, c'est 21 térawatts, 2500 watts par humain en moyenne. 2500 watts par humain, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque humain dispose de 25 humains sous forme de machine. Si un humain, c'est 100 watts sur un vélo, un humain sur un vélo, c'est 100 watts, ça veut dire 25 humains sur une machine. Ça veut dire qu'un Français qui dispose de typiquement 5000 watts, toute machine confondue, ce n'est pas juste vous chez vous. Ce n'est pas votre abonnement EDF, c'est la puissance, l'énergie totale consommée par la France, intramuros. Il faudrait compter l'énergie importée pour les biens et services qu'on importe, mais disons, moi, l'énergie consommée par la France intramuros, si j'ose dire, divisée par une année, ça fait 5000 watts, ça fait 50 humains. Chaque Français a en moyenne, et il y a des disparités considérables entre vous et ceux qui tendent la main dans la rue, et entre vous et Bernard Arnault, évidemment. On est d'accord, il y a des disparités titanesques. Mais 50 humains par humain. Regardez ce qu'était la vie d'un patricien romain qui disposait typiquement de 50 à 80 esclaves. Il avait 80 personnes qui travaillaient pour lui en permanence. Il pouvait avoir une belle vie. C'était des personnes physiques, esclaves. Nous, c'est des machines. Certains appellent ça esclaves énergétiques, sous forme de machines. Mais on a le confort qu'avaient que très peu de gens à une époque où il y avait des sources d'énergie très rares, ou forcées, des humains qui travaillent, des
des bœufs ou des animaux qui travaillent pour les humains. Et puis ensuite, on a fait un peu de moulins à vent, de moulins à eau. Et puis voilà. Pendant longtemps, on a utilisé ça. Et quand on est tombé du côté obscur de la force, plutôt de l'énergie, avec les énergies fossiles, notre puissance collective a considérablement augmenté. Il nous a permis de faire des milliers de transformations rapides, quantité énorme, parce que beaucoup d'énergie, et rapide parce que beaucoup de puissance. On a pu piocher rapidement dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme source d'énergie à long terme pour l'humanité ? Il n'y en a pas 50, le Soleil. Voilà encore le Soleil vu en rayon ultraviolet, le Soleil complet, comme l'image d'Octavius tout à l'heure. Le Soleil, c'est beaucoup de watts, c'est 10 puissance 26 watts. L'humanité, c'est 20 10 puissance 12. Le Soleil, c'est 40 10 puissance 25. Donc le Soleil, ça nous écrabouille. Le Soleil, la Terre reçoit en 1 heure, elle reçoit du Soleil autant d'énergie que l'humanité en consomme en 1 année. La surface éclairée de la Terre reçoit en 1 heure autant d'énergie que l'humanité en consomme en 1 année entière. Si on se branche sur la prise Soleil, c'est pas facile. Si on se branche sur le Soleil, on peut régler des problèmes. Alors malgré tout, puis le Soleil entier, il rayonne en 1,5 millionième de seconde, autant d'une énergie que le Soleil entier cette fois-ci, pas seulement ce que reçoit la Terre. Le Soleil, bon, c'est un autre monde, c'est une étoile, c'est un autre monde. Et donc, une croissance de 1,5% par an de notre consommation d'énergie, on sature le Soleil en 2000 ans. C'est-à-dire, imaginons qu'on soit capable de maintenir ce rythme de consommation d'énergie qu'on a maintenu depuis, en gros, les années 50, post-seconde guerre mondiale, de, en gros, 1,5% par an. Si on savait faire ça tout le temps, il faut seulement 2000 ans pour que l'humanité dispose d'une énergie égale à celle du Soleil entier. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Ce n'est pas juste un problème technique, c'est juste on n'y croit pas du tout, parce que le Soleil entier, c'est beaucoup. C'est 330 000 fois la masse de la Terre, c'est 109 fois son rayon. C'est des millions de fois, même des milliards de fois sa puissance. Donc, la source d'énergie à long terme, ça sera le Soleil. Sa durée de vie, c'est 4,5 milliards d'années. On l'utilise depuis très longtemps. Tout est d'origine solaire, à peu de choses près, sur Terre, pour les forces naturelles et les forces telluriques, comme on dit, toute origine, à part les séismes, qui viennent des mouvements internes de la Terre, mais le vent, le Soleil, évidemment, le Soleil sous forme poussée des plantes, même l'énergie solaire, photovoltaïque, les vents, l'eau, le cycle de l'eau, c'est l'évaporation, c'est dû au Soleil, qui monte au sommet des montagnes toute seule en retombant dessus par la pluie ou la neige, et qui coule en bas, et puis nous, on fait des usines hydroélectriques ou des moulins à eau. C'est le Soleil, d'une façon ou d'une autre. Il y a un peu de mouvements internes qui sont dus à la chaleur interne de la Terre, qui résulte de deux choses, la chaleur résiduelle de la formation de la Terre, et la puissance délivrée par les réactions, les désintégrations nucléaires qui se produisent au cœur de la Terre. La moitié du flux géothermique, de la chaleur qui remonte des entrailles de la Terre, la moitié de ce flux vient des désintégrations radioactives, de l'uranium, au cœur de la Terre, dans le volume de la Terre, à l'intérieur, dans le sous-sol très profond, jusqu'au centre de la Terre. Donc, essentiellement, la seule source à long terme, c'est le Soleil. Le petit point bleu, là, c'est la Terre à l'échelle. Pour vous donner une idée, on est vraiment à rien, quoi. Et donc, voilà. Ma conclusion va être celle-ci, pour éviter de vous... Ah, je vais faire à peu près 1 heure, en plus c'est bonnard. Bon, l'énergie, il faut se rappeler que ça quantifie la capacité à faire des transformations de la matière. Et l'agent de cette transformation, ce sont les forces ou les interactions. La puissance, c'est le rythme, la vitesse de ces transformations. Et que dans la science-fiction, les transformations qu'on voit, quand on peut les chiffrer, elles sont énormes en énergie et rapides en puissance. Donc elles nécessitent à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance. Et nous n'avons que l'énergie et la puissance dont nous disposons, qui a vocation à diminuer inexorablement par épuisement des ressources fossiles qui constituent 80%, 77% de notre approvisionnement énergétique, pour deux raisons. D'abord, ça va s'épuiser, un jour il n'y en aura plus, et puis d'abord, il faudrait arrêter tout simplement de s'en servir. Maintenant, idéalement. Instantanément. Bon, on oublie le détail, mais on devrait arrêter instantanément. Et donc, il va nous manquer une quantité gigantesque d'énergie et de puissance dont nous ne disposons pas. Et donc, ce ne sont pas des détails techniques qui vont nous empêcher d'aller vers les étoiles, c'est simplement, on n'a pas les moyens énergétiques, tout simplement. Et y compris si on trouve la fusion dans 100 ans. Y compris si on trouve la fusion dans 100 ans. Enfin, dans 100 ans, si on vend ça sur étagère. Parce que si ITER se construit, et que si ITER se construit, il sera fini en 2035. Si ça marche bien, on le saura en 2040 ou 45. Si ça marche bien, on pourra faire le démonstrateur industriel dans les années 2070. Et ce démonstrateur industriel, une fois réalisé, on pourra vendre la chose. Et le premier réacteur à fusion fonctionnel branché sur le réseau, ça sera dans les années 2090. Donc on oublie, enfin je veux dire, réfléchissons à la question, mais
ça ne sera en aucune manière une partie de la solution à nos problèmes énergétiques, à un horizon prévisible. Donc voilà, il faudrait sans doute qu'on consomme moins d'énergie et qu'on ait moins de puissance si on veut passer le prochain siècle. Parce que de toute façon, ça sera forcé par la disparition des énergies fossiles. Et on peut rêver au voyage interstellaire, mais il est assez possible, voire même très probable, qu'on n'arrive jamais à le faire, et pas parce que c'est impossible intrinsèquement, ou impensable par la physique qu'on connaît actuellement, ou l'ingénierie qu'on connaît actuellement, mais c'est juste parce qu'on n'a pas les moyens énergétiques et puissance. Voilà, merci de votre attention. Puis si vous avez des questions, il y a un micro peut-être qui peut circuler pour quelques questions. Et donc il ne faut pas se désespérer de ce constat. Hein. Il faut au contraire s'exalter pour dire comment faire pour continuer à faire des choses intelligentes, intéressantes dans un cadre contraint. Mais on peut toujours rêver au vaisseau interstellaire, évidemment. On a le droit. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'est comme à chaque fois super enrichissant et les parallèles avec la science-fiction sont top. Alors du coup, vous nous avez parlé dans la présentation de déplacement de matière en fonction d'une masse, d'une vitesse, etc. Et alors du coup, je vais vous parler de 2,21 gigawatts. Alors, je pense que vous voyez... Gigawatts. C'était drôle ça, c'était drôle cette traduction. C'était des gigawatts, enfin, ou alors je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais enfin bon, on va corriger tout seul. Donc pour mettre un peu de contexte, dans le film Retour vers le futur, le prof Doc Emmett Brown dit que son covecteur temporel a besoin de 2,21 gigawatts pour faire remonter sa DeLorean. Et alors est-ce que ça a du sens déjà de... utiliser de l'énergie pour remonter le temps, et ensuite, est-ce que la valeur de 2,21 gigawatts elle-même a un fondement ou pas? Alors, encore une fois, énergie, c'est la capacité à faire des transformations, quelle que soit cette transformation. Si vous voulez remonter le temps, on pourrait discuter, j'ai une conférence complète sur les voyages dans le temps, il faut... oui, je dis ça, c'est du teasing, c'est pour qu'on me réinvite. On peut imaginer ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il faudrait déformer l'espace-temps. Bon. Mais ça nécessiterait une certaine quantité d'énergie, beaucoup. Les 2,51 gigas ou gigawatts, enfin, à moins que les gigawatts soient des gigas, enfin, vraiment que ça soit une unité curieuse qui exprime une puissance considérable. La puissance, c'est la vitesse à laquelle on fait les choses. C'est pas suffisant, l'énergie, pour faire les choses. Par exemple, je vous donne l'exemple quand même. Donc, pour finir sur ça, non, voilà, ça marche pas. On va le faire court. Non, ça marche pas. Ça donne une idée qu'il faut effectivement énergie, qu'il faut la délivrer assez rapidement. Alors gigawatts, c'est beaucoup, ça reste quand même beaucoup d'énergie, de beaucoup de puissance, de gigawatts. Mais et surtout si on regarde la petitesse de la DeLorean, qui reste une voiture de taille voiture, si on met 2 gigawatts dans le moteur de la voiture, boum, quoi, c'est plus 100 kilowatts, la voiture, c'est double, quoi. Ça va avancer vite, quoi. Mais est-ce que ça sera suffisant pour faire un voyage dans le temps? Non, il faudra faire des déformations spatio-temporelles tellement considérables que ça sera très, très, très insuffisant comme rythme, comme vitesse de l'énergie, comme quantité d'énergie. Et je disais, la vitesse de l'énergie, elle est importante. Enfin, les deux sont importants, à la fois la quantité et la vitesse. Parce que, par exemple, imaginons que pour briser cette table, on ne va pas le faire en vrai, hein, je rassure la régie. D'abord, je ne saurais pas le faire, sans doute. Imaginons qu'il faille, je ne sais rien, moi, 1 milliard de joules. J'ai dit n'importe quoi. 1 milliard de joules, qui est une unité d'énergie, le joule. Et là, si je fais ça, imaginons que ça soit 1 joule. Bon, 1 joule, c'est soulever une pomme de 1 mètre. Bon, imaginons que ça soit 1 joule. Bon, on va dire ça pour faire simple. Je fais 1 joule. 1 joule, puis je fais ça. 1 milliard de fois. Ça va prendre du temps. Hein. Si j'en fais 1 par seconde, là j'en fais plus que 1 par seconde, mais si j'en fais 1 par seconde, 1 milliard de secondes, ça fait combien de temps? 30 ans, exactement. Donc il y a pas mal de gens dans cette pièce qui ont 1 milliard de secondes. J'en vois même qui ont sans doute 2 milliards. Attention, ça commence à sentir mauvais. À partir de 3 milliards, c'est compliqué. Bon, donc, si je fais 5 milliards de fois, ça va être assez chiant, et on sent bien que je n'ai pas besoin de le faire pour comprendre que ça ne va rien casser du tout. Pourtant, sans doute, si j'ai assez d'onus intellectuel et musculaire, je vais me concentrer pendant 33 ans pour faire ça. Vous voyez, c'est quand même pas facile. Et puis, ça ne cassera rien du tout. Et j'ai l'énergie pour le faire, sans aucun doute. Mais simplement, cette énergie, je la délivre lentement, au rythme de 1 joule par seconde, donc de 1 watt. Et cette énergie, quand je la pose, quand je fais le choc, on entend un petit bruit, ça fait vibrer la table, ça fait du son qui se propage. Cette énergie que je délivre, ce 1 joule, il part tout de suite dans d'autres trucs.
Bien sûr, en tapant la table, ça va l'échauffer un petit peu et faire, je ne sais pas quoi, une micro fracture dedans, mais ça, essentiellement, il ne va rien se passer. En revanche, si le 1 milliard de joules, je le prends, Dieu sait comment, et boum, je le mets d'un coup, là, ça te dit, j'ai 1 milliard de watts, je l'ai mis sur 1 milliard de joules en 1 seconde. Et là, il y a une chance que je casse la table. Parce que du coup, tous les processus autres, le son, la chaleur, tous ces machins qui partent ailleurs que dans casser la table, eh ben, ils n'ont pas le temps de s'exprimer. Plus exactement, je délivre l'énergie plus vite que le rythme auquel elle part du système par d'autres processus que je ne maîtrise pas, ce qu'on appelle les pertes. Et donc, il faut à la fois l'énergie. S'il faut 1 milliard de joules pour casser cette table, vous n'avez pas le milliard de joules, vous ne casserez pas la table. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir le milliard de joules. Il faut le milliard de joules assez vite. Et assez vite, ça va dépendre des processus de perte qui vont prendre une partie d'énergie pour faire des plans que vous ne voulez pas faire. Vous voulez pas faire de bruit. Moi, je voudrais casser cette table sans faire de bruit, sans échauffement et sans que rien parte dans tous les sens. Alors là, ça serait efficace. Hein. Je mettrais 100% d'énergie dans péter la table, ça serait efficace. Mais malheureusement, il y a des débris qui partiront partout, ça fera un bruit d'enfer, ça va échauffer des choses et voilà. Et j'aurai des pertes d'énergie. Et donc, cette notion d'efficacité et donc à la limite du rythme à laquelle on met cette énergie est important. Donc pour la DeLorean, c'est à la fois une question d'énergie, combien il me faut pour déformer l'espace-temps pour faire mon plot twist temporel, et en plus il faut le mettre assez vite parce que cette énergie, elle va être pour partie dissipée dans des processus qui ne m'intéressent pas, mais qui se produiront indépendamment de moi. Voilà, donc ça c'était la réponse longue. Merci. Il y avait, bon, allez-y, là, il y a le coin là, monsieur après monsieur. Et après derrière, au fond, je n'ai pas vu les mains. Merci beaucoup pour cette présentation et j'ai bien aimé les métaphores et surtout le fait que vous ayez parlé d'un documentaire et pas d'un film tout à l'heure. C'était voulu ? De documentaire ? Vous avez parlé du documentaire. Oui, c'était voulu. C'est-à-dire que film. la position que j'ai vis-à-vis de ces films, vous voyez, pendant le travail, ceci est un documentaire. Oui. C'est un monde réel qui se joue devant moi et j'essaie de l'analyser avec les lois d'ici et maintenant. Okay. C'est exactement la position des astrophysiciens. L'univers se joue devant eux, ils n'ont aucun moyen d'action sur cet univers. Et avec les lois d'ici et maintenant, validées en laboratoire, en expérience, et avec leurs observations, ils essaient de construire un modèle cohérent entre ce qu'on sait ici et maintenant et ce que l'on observe. Sans aucun moyen d'agir sur ce qu'on a, d'y aller, de vérifier. Il n'y a pas un type qui est là avec un chronomètre depuis 14 milliards d'années pour dire « Ah, l'univers, elle a 14 milliards d'années » ou un gars qui a été au centre de la Terre, du Soleil, plutôt pour mesurer la température, ou même la surface, pour mesurer la température. Il a fallu se démerder autrement. Et bien, c'est exactement cette position-là qu'on a. Et pendant le temps de l'exercice, ou pour la séquence concernée, ce que l'on voit, c'est un monde réel. Je dis un documentaire pour dire c'est une réalité qui m'est montrée et j'ai une position, voilà. J'ai une position réaliste. J'aurais des dizaines de questions à vous poser, mais je vais en garder 3 en une, en fait. Avec les conditions actuelles de la connaissance, de la science, on n'est pas capable de produire ces énergies. Qu'est-ce que vous pensez de l'énergie du vide et de la maîtrise de la loi de la gravité, peut-être dans 30, 40, 50 ans ? Et qu'est-ce que ça changerait si on arrive à maîtriser l'énergie du vide ? Alors, énergie du vide, ça veut dire quoi ? C'est une réponse qui va être un peu longue, si je veux l'étaler, la détailler un tout petit peu. Sinon, la réponse est non. Voilà. Okay. Malheureusement, la réponse est non. Les liaisons atomiques, en fait. Voilà. Alors, l'énergie du vide, c'est quoi ? C'est l'idée que, d'abord, le vide, et habituellement, le vide classique, c'est on prend une enceinte, on enlève tout ce qu'on peut enlever. La matière, les solides, c'est facile. On les prend à la main, on les sort. Les liquides, c'est facile, on les éponge avec un essuie-tout. Et les gaz, on les slurpe avec une pompe à vide et on essaie de slurper tout et on fait ce qu'on peut et à la fin, ça ne fait pas un super vide. Il faut réaliser que ce qu'on appelle sur Terre ultra vide, c'est plus de matière, je vais venir, c'est plus de matière que le milieu interstellaire, qui s'appelle le milieu interstellaire. Donc le vide qu'on fait sur Terre, c'est de la merde. Imaginons qu'on enlève toute la matière de cette enceinte. Est-ce qu'on a tout enlevé ? Non, il reste la lumière. Il faut refroidir les parois. Quand on fait ça, qu'on a des parois à 0 Kelvin dans une enceinte où il y a 0 matière, on ne sait pas le faire. Parce qu'il y a des limites techniques qui nous empêchent de faire ça. Alors on a quelque chose qui est le vide de tout ce qu'on a pu enlever. Le vide de tout ce qu'on a pu enlever. On n'a pas enlevé la gravitation. D'accord ? Donc il y a la gravitation, le fait qu'il y a de la masse, l'enceinte elle-même a une masse, et donc il y a un champ gravitationnel au moins de l'enceinte, de la Terre, de tout ce qu'on veut à l'intérieur. Eh bien, ça, c'est le vide classique. On a enlevé tout ce qu'on sait enlever. Le vide quantique, il est défini différemment. C'est l'état d'énergie minimum des champs associés à toutes les particules. Les électrons, les protons, les neutrons, etc. C'est un état minimum d'énergie des champs. L'état minimum. Et cet état, comme tout état en physique quantique, tout état fluctue. Donc, l'état dit
vide, l'état d'énergie minimum fluctue. Et parmi ces fluctuations, ça produit ce qu'on appelle les particules virtuelles et qui peuvent être matérialisées. On essaie de les matérialiser en éclairant dans un vide aussi vide que possible, en focalisant un faisceau laser dans une région aussi vide que possible, on la focalise sur rien, et on essaie de matérialiser ces particules virtuelles en mettant assez d'énergie. On n'y arrive pas encore, on n'a pas des faisceaux laser d'intensité suffisante, mais il y a des tentatives qui se rapprochent du seuil nécessaire. Et donc ce vide, on ne peut pas en tirer d'énergie, c'est l'état d'énergie minimum. L'état d'énergie minimum. Donc, il n'y en a pas en dessous. Pourtant, Nikola Tesla nous disait bien. Nikola Tesla, il dit ce qu'il veut. Nikola Tesla, c'est un physicien du 19e siècle qui avait une compréhension limitée de ce qu'est la physique quantique moderne, pour ne pas dire inexistante, puisqu'elle n'existait pas à son époque. Et donc, extraire l'énergie du vide, c'est un non-sens pour la physique. Le vide quantique, c'est l'état d'énergie minimum de tous les champs de particules. L'état d'énergie minimum. Il n'y en a pas en dessous. Donc, extraire l'énergie du vide, c'est le faire passer dans un état plus bas que l'énergie minimum. Et ce n'est pas possible, parce que par définition, le vide quantique, c'est l'état d'énergie minimum. Donc l'idée d'extraire du vide l'énergie du vide, c'est non. C'est contradictoire avec notre compréhension du monde quantique. C'est désolant, mais c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Voilà. Question. Il y avait ce monsieur et un autre monsieur derrière. Bonjour, merci pour cette conférence qui est très accessible et qui nous fait prendre conscience de nos limites et qui recadre. C'était ça l'idée. Vous avez compris l'idée, manifestement, j'en suis ravi. Vous avez une intelligence vive et j'étais d'une clarté remarquable. Mais à tous les deux, vous voyez, à tous ensemble, on a réussi à converger. L'idée de parler, de se faire ce détour, excusez-moi, avant votre question, c'est pour expliciter la démarche. Ces détours par ces mondes de fiction, si on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et en même temps, on peut parler du monde réel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes venus parce que le HOOC, parce que la SF et l'énergie, ça va être intéressant. Et en même temps, j'ai pu dire des choses sur notre monde en prenant prétexte de ces mondes de fiction. Voilà. Et vous avez parlé de l'efficacité de l'énergie. Et pour vous dire, je suis un peu choqué par certaines publicités, notamment de voitures, qui vantent un rendement, qui classent en fonction des lettres et qui donnent un rendement de A. Et quand on voit le rendement d'un moteur électrique... Le A, c'est A en termes d'émissions de gaz carbonique, parce que c'est sans doute des voitures électriques et qui émettent zéro en fonctionnement, qu'il a fallu pour les fabriquer, les transporter et peut-être à la fin les déconstruire, enfin les détruire, les recycler. Si recyclage il y a un jour, eh bien, ça va consommer aussi de l'énergie et éventuellement une énergie carbonée. Donc il y aura une émission carbonée de ces énergies des voitures électriques, même si pendant le fonctionnement... Évidemment, il n'y en a pas, enfin en tout cas en France, parce que l'électricité française est décarbonée. Vous prenez la même voiture, votre voiture électrique, vous allez faire un tour en Pologne, votre électricité, elle est au charbon. Et donc l'électricité qu'utilise votre voiture, elle a émis du CO2 avant de ne plus en émettre dans votre voiture. Incidemment, dans les voitures électriques, les moteurs électriques ont une efficacité de conversion d'énergie, alors d'énergie électrique en mouvement de la voiture, qui est bien meilleur que les moteurs thermiques qui convertissent l'énergie chimique de l'essence en mouvement. Et l'efficacité de conversion des voitures thermiques, typiquement, c'est 20%. 20%, c'est-à-dire que si vous prenez le litre d'essence, vous le brûlez, ça fait une certaine quantité d'énergie, 20% de cette énergie-là sera récupérable en mouvement, par l'intermédiaire du moteur et de toute sa structure dans le moteur. Alors qu'en moteur électrique, c'est plutôt 85%. On met de l'électricité dans la machine électrique, et ça donne 85% de mouvement. C'est pour ça qu'on peut avoir des batteries de voitures électriques qui sont massives en termes de matière, ça pèse des centaines de kilogrammes, mais en termes de contenu énergétique, c'est l'équivalent de quelques litres d'essence. Et pourtant, elles vont rouler des distances, disons, en ordre de grandeur comparable, plusieurs centaines de kilomètres, avec l'équivalent énergétique sous forme d'électrochimie, et donc d'électricité qu'on va donner au moteur, qui représente seulement quelques litres d'essence. On peut s'amuser aussi en parlant de voiture. Vous êtes demandé, on peut se poser la question, je m'étais posé cette question une fois, et la réponse est étonnante. Quand vous faites un plein, c'est quoi la puissance qui circule dans le pistolet d'essence? Parce qu'évidemment, la puissance, c'est des litres par seconde. Mais si cette essence brûlait au rythme où vous la débitez dans votre réservoir quand vous faites le plein, ça fait combien de watts de chaleur? Ça se calcule. Vous remplissez un réservoir de 60 litres, en 2 minutes, typiquement, donc 60 secondes, 1 litre par seconde, eh bien la puissance contenue dans un litre d'essence, enfin l'énergie contenue dans un litre d'essence, c'est typiquement 30 mégajoules. Donc 30 mégajoules par seconde, 30 mégawatts.
le pistolet, là, si vous appuyez sur le pistolet et que ça brûle complètement au rythme où ça sort quand ça remplit votre essence, c'est 30 mégawatts. D'accord ? Ça rigole pas. Alors ensuite, vous regardez les chargeurs électriques des voitures. Combien c'est ? Alors si votre prise de courant chez vous, c'est 3 ou 4 kilowatts maximum, sinon ça carbonise tout. Il peut y avoir des chargeurs spéciaux, personnels dans sa maison, 7, 8, 10 kilowatts. Là, un chargeur spécial avec une prise spéciale, un truc spécial, et un abonnement électrique spécial. Et puis si vous allez dans les chargeurs de stations-service ou les superchargeurs de Tesla, ça peut aller jusqu'à 80 kilowatts. 80 kilowatts, 80 000 watts. Et les voitures à essence, 30 millions de watts. Alors, vous voyez que la puissance disponible pour charger la voiture, en essence ou en électricité, n'est pas la même du tout. Il y a presque un facteur 1000 entre les deux. Mais il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour que la voiture électrique ait un stock suffisant pour rouler, parce qu'elle la convertit beaucoup mieux dans son moteur. Et en même temps, il y en a quand même pas mal à mettre. Ce qui fait que la charge d'une voiture, ça prend 1 heure, disons. Là où la charge d'une voiture à essence, ça prend 2 minutes. D'accord ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mégawatts dans l'essence qui coule. Donc vous voyez, on peut comprendre un peu comme ça, à la fois l'efficacité, c'est plus efficace de convertir l'électricité en mouvement que de convertir l'essence en mouvement, la combustion d'essence en mouvement. C'est 20% pour l'essence en mouvement, 85% pour l'électricité en mouvement. Donc vous avez besoin de moins d'électricité, mais il en faut quand même pas mal si vous voulez rouler plus de 5 km. Et donc ça prend du temps à charger. Donc c'est plus lent à charger, et ça peut se faire à un débit plus faible, ça prend quand même du temps. Et ça se fait un débit plus faible, parce que sinon ça va chauffer trop, et si on chauffe, on perd de l'énergie à chauffer plutôt qu'à charger la voiture. Et de l'autre côté, l'essence, on y va plein pot, mais il en faut beaucoup, et elle se consomme très vite aussi, plus ça pollue, plus blablabla. Donc toutes ces questions d'énergie, de puissance sont extrêmement intéressantes, de regarder le monde sous cet angle-là, c'est un angle très physicien, hein, et très réducteur d'une certaine façon, parce qu'il y a 1000 autres choses à dire sur les voitures ou sur Dieu sait quoi, mais c'est un angle intéressant, parce qu'on est dans un problème, nous avons, l'humanité, un problème d'énergie et de puissance. Nous avons trop d'énergie. Notre problème n'est pas qu'on va manquer d'énergie, notre problème, c'est qu'on en a beaucoup trop. Et comme on en a beaucoup trop et beaucoup trop vite, on a fait beaucoup de transformations rapides, dont des transformations si énormes et si rapides qu'on modifie le système Terre dans son ensemble. Et ça a des conséquences. Parce que le système Terre, il fait des trucs aussi, lui. Il y a des lois physiques, il se tourne, il se fait des plans, et voilà, indépendamment de nous. Ensuite. Donc notre problème, c'est tant un manque d'énergie, ce qui arrivera peut-être un jour. Là, on le voit avec le Hormuz, etc. Là, on se dit, oh là là, c'est la PLS, quoi. Mais c'est pas tant un manque, on en a tellement, et on est tellement habitué à en avoir tellement que c'est compliqué. Ça va être compliqué d'une façon ou d'une autre. Il faudrait volontairement réduire notre consommation d'énergie en général, individuelle mais collective, et garder des biens et services utiles. Il n'y a pas de problème, on garde les hôpitaux, on garde l'enseignement, on dégage Elon Musk, on dégage les milliardaires, on dégage tous ceux qui consomment beaucoup trop par unité d'humain. On répartit ça un peu bien pour que les pauvres remontent un peu, que les riches, vous êtes riches. Enfin, je ne connais pas votre salaire, mais vous êtes affreusement riches à l'échelle mondiale. Moi-même, hein, tout le monde dans la salle, à l'échelle mondiale, on est affreusement riches. À l'échelle française, on est comme on est, donc un peu dans le tas, quoi. On n'est pas dans les plus riches, on n'est pas dans les plus pauvres, typiquement. Mais voilà, donc réaliser tout ça, et voilà, s'il faut intégrer, bon bref, je ne rentre pas plus dans les détails. C'est une affaire, c'est toute une affaire. Pensez-y dans les prochaines élections. Ouais. Il y avait une question d'un monsieur derrière. Ah oui. Oui, non, mais c'était tout à fait intéressant. Enfin, j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit. C'est simplement une précision sur la fusion inertielle. Ah oui. Parce que on a récupéré autant d'énergie qu'on en a mis dans la petite bille. Oui. Mais c'est l'énergie de l'impulsion laser. Oui. Mais le laser lui-même, il a un rendement de 1%. Ben, très très faible. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a mis dans toute la machine pour fabriquer l'impulsion laser qui a finalement frappé la petite bille, elle est bien supérieure à l'énergie qui a frappé la petite bille, absolument. Effectivement, évidemment. Absolument. Donc il y a une énorme énergie qui a été mise pour faire l'impulsion laser, qui elle-même transmet cette énergie à la petite bille, et la petite bille, par la fusion qui est provoquée par l'impulsion laser, va produire une quantité d'énergie, et pour l'instant, il y a eu 2 impulsions laser sur le NIF américain. On a produit une efficacité d'en gros on a récupéré en gros 2 fois l'énergie qu'on a mis dedans. Voilà. En gros, 2 fois l'énergie qu'on a mis dedans. Absolument. Donc, on espère, pour ITER, l'objectif d'ITER, c'est d'atteindre pendant 1000 secondes 10 fois l'énergie qu'on a mis dedans. 1000 secondes, c'est pas beaucoup, hein, c'est un tiers d'heure environ. Alors, justement, je pense, pour ITER, peut-être que vous êtes un peu pessimiste,
Ça, c'est l'objectif affiché. Dans les chiffres que vous donnez, dans la perspective 2090 ou 2100, je pense que, on peut espérer en tout cas l'avoir avant. Les derniers progrès en Chine, même à Cadarache, il y a des progrès un peu partout dans le monde. On n'est jamais à l'abri du succès, vous avez raison. Et la durée, mais et la tenue des matériaux. Donc, il y a quand même un peu d'espoir. On n'est jamais à l'abri du succès, mais même si ça arrive en 2070, de toute façon, avant que ça soit beaucoup, je suis d'accord. Ça prendra du temps de toute façon. C'est un autre aspect, oui. Ouais. Peut-être que la Terre ne sera plus habitable à ce moment-là, mais ça sera vers la fin du siècle. On aura 2 ou 3 réacteurs à fusion. Si on en a un jour 1 ou 2 ou 3, ça sera sans doute vers la fin du siècle, et ça sera 1 ou 2 ou 3, et ça sera insuffisant pour alimenter, pour remplacer toutes les sources qui vont manquer à ce moment-là. Les sources notamment fossiles, qui auront disparu sans doute très probablement, totalement disparu par épuisement des stocks à la fin du siècle. Mais juste sur ITER, un énorme intérêt d'ITER n'est pas l'utilisation d'ITER. C'est, je pense, le seul projet du globe, de notre globe, qui réunit tout le monde. Alors, il n'y a pas le seul. Qui coûte à peu près, mettons, 30 milliards d'euros, mais comme tout le monde y participe et que ça s'étale sur 10 ans, c'est des chiffres, c'est tout petit par rapport aux chiffres qu'on a. Il y a eu 2000 milliards d'euros mis dans l'IA avec les résultats qu'on voit. Et c'est le seul projet qui soit vraiment entièrement pacifique et à la disposition de tout le monde. Alors, c'est pas le seul. Un jour, ça marche. Il y en a 2 autres qui sont relativement internationaux. Il y a la Station spatiale internationale où il n'y a pas 50 000 nations qui sont dessus, mais quand même. Exact. Où il y a une collaboration, même les Russes, on collabore encore avec eux sur cette question ISS. Et il y a le CERN, qui est beaucoup plus ancien, le CERN aussi. Exact. Donc ça, c'est dans cette vignette. On peut effectivement décider que les grandes collaborations internationales, même indépendamment de leurs résultats scientifiques, elles ont cette collaboration. Elles permettent de discuter, bien sûr. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai pour le CERN. Pour l'espace, maintenant, ça devient un truc commercial. Aussi, ça devient aussi commercial. Puis l'ISS, elle sera bientôt en fin de vie, de toute façon. Puis les Russes ont dit qu'en 2030, c'était fini. Enfin, c'était tout à fait intéressant. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, merci à vous en tout cas pour cette passionnante conférence. Moi je suis auteur de science-fiction. Ah ouais. Je suis comme vous, je travaille au CEA. Ah à la direction des sciences du vivant. Ouais. Et moi j'ai envie de changer d'échelle et de vous dire que finalement plutôt que d'envoyer des énormes vaisseaux de plusieurs millions de tonnes à travers l'espace et qu'on ne sait pas les propulser, et qu'on ne pourrait même pas en construire un seul parce que ça coûte trop cher, est-ce qu'on ne pourrait pas expulser dans l'espace à la manière de sport des graineries qui seraient des vaisseaux miniatures? On en enverrait 2000, 3000, 4000. En espérant qu'ils fassent une sorte de ensemencer l'espace par du vivant terrestre. On pourrait les propulser comme c'est proposé. On peut imaginer ça, parce qu'il y a une hypothèse, alors qui reste qu'une hypothèse et qui n'est même pas, mainstream, en sens accepté par une proportion appréciable des biologistes, c'est l'hypothèse de la panspermie. L'idée que la vie sur Terre n'est pas apparue sur Terre directement, mais que des molécules de base, des briques de base ont été forgées dans des comètes ou dans des systèmes interplanétaires. Éventuellement, même certains imaginent que peut-être qu'il y a eu de la vie qui est apparue sur Mars, qui est apparue d'abord sur Mars et qui est arrivée sur Terre ensuite. On a trouvé des météorites martiennes sur la Terre. Voilà, l'idée de panspermie, donc que la vie apparaît quelque part et se disperse par des collisions entre corps célestes qui éjectent une partie de la matière, dont de la matière organique, qui peut ensuite ensemencer ailleurs. Donc oui, ça serait une hypothèse de science-fiction, enfin une hypothèse d'une histoire. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer ça. Alors, c'est un peu contradictoire avec une autre chose, pour le faire concrètement, qui est l'idée de ce qu'on appelle protection planétaire. L'idée que quand on interagit avec d'autres mondes que la Terre, eh bien, il faut faire attention à ce qu'on fait. On essaie de ne pas importer des microbes terrestres sur Mars quand on envoie des rovers. Les rovers sont entièrement désinfectés. Ils passent des heures entières sous rayonnement ultraviolet pour être certains, et c'est pas sûr qu'on y arrive, mais qu'on bute l'essentiel des microbes à sa surface, de sorte que c'est important à la fois pour ne pas polluer l'environnement martien, si tant est que ces microbes y survivent, sans doute pas, mais surtout, c'est même pour nous, parce que si on trouve des microbes fossiles à la surface de Mars, qu'on ne comprenne pas des microbes terrestres morts fossilisés pour des microbes martiens fossiles, qu'on ne fasse pas de confusion sur la matière organique, parce que quand on va sur Mars, on cherche quand même
même si c'est pas encore gagné pour l'instant, des traces d'une vie passée. Et puis à l'inverse, qu'il n'y ait pas de vie, d'éléments vivants extraterrestres, si tant est qu'il en existe, qui arrivent sur Terre. Et donc si on faisait des retours d'échantillons martiens, par exemple, il y aurait un protocole de quarantaine, disons, pour s'assurer que, avec certitude, qu'il n'y ait pas de résidus organiques potentiellement pathogènes qui arriveraient sur Terre. Donc ça, c'est une question s'appelle protection planétaire, par opposition à ce qu'on appelle la défense planétaire. Là, c'est l'idée qu'il faut se protéger d'une éventuelle collision avec un astéroïde. Comment on fait si un astéroïde qui, entre guillemets, vise la Terre? Comment on essaie de se débarrasser de ça ou de traiter le problème? Et donc ces questions de protection planétaire, elles sont extrêmement importantes. Et donc ça serait, l'idée, c'est ne pas polluer par l'organique. On l'a pollué, il y a la merde des astronautes sur la Lune, il y a des tas de déchets humains au sens des rovers en panne sur la Lune ou sur Mars. Il y a des objets qui tournent dans le système solaire qui sont des tas de ferrailles inutiles, qui sont des déchets finalement maintenant, mais alors c'est pas beaucoup, mais enfin quand même ils sont là. Donc l'idée c'est de ne pas polluer par l'organique, par le vivant, ou les briques du vivant, l'extérieur, l'espace extérieur, ou la Terre, deux briques du vivant potentielles, on n'en a trouvé aucune, vers la Terre. Donc là, l'idée d'envoyer du vivant vers l'extérieur, ça poserait des questions vis-à-vis de la protection planétaire. Je pense que vis-à-vis de ce qui s'est passé au niveau de la disparition des dinosaures et de l'expulsion de milliards et de milliards et de milliards de tonnes de matériaux... Ah oui, alors ça, quand les dinosaures ont disparu... La contamination, elle est déjà faite, en fait. Ouais. Ah non, on ne sait rien du tout, parce qu'on sait ce qui est sorti de la Terre, sans doute des choses ont été éjectées de la Terre par le choc à l'époque des dinosaures. Sans doute des choses ont été éjectées, mais on n'en sait rien. Et ces choses, on ne sait pas si elles portaient des traces de vivant. Donc en fait, on n'en sait rien. Et ça, c'est un phénomène, disons, naturel sur lequel on n'a pas de prise. Nous, par protection planétaire, on parle de protection les humains par leurs actions, qui pourraient s'auto-polluer ou polluer l'extérieur. Donc c'est des questions humaines. Là, c'est pas la nature, si j'ose dire, on n'y peut rien. Si on est pulvérisé, enfin s'il se passe des choses genre choc type dinosaure, bon, ça c'est on n'y est pour rien. Enfin, les dinosaures, on n'y est pour rien. Bon, les dinosaures n'avaient pas un très bon programme spatial, donc ils ont eu des problèmes, mais voilà. Merci. Une dernière question, peut-être par monsieur. Quelle heure il est là? Ah oui, c'est bon, là, je suis un peu cuit. Désolé, il est tard. Mais c'est pas grave. Au niveau du voyage interstellaire, est-ce qu'on peut envisager la voile solaire? Alors bien sûr, ça a été discuté. L'idée, tout ce qu'on a discuté, c'est on embarque son carburant. Donc évidemment, quand on l'embarque, il faut du carburant pour propulser le carburant qui va servir plus tard. Et donc ce cycle infernal il faut du carburant pour propulser le carburant qui va servir plus tard. Et si on veut aller encore plus longtemps, il faut du carburant qui va propulser le carburant qui va servir à propulser le carburant qui va servir plus tard. Donc à la fin, ça fait cette divergence qui fait que la vitesse terminale d'une fusée propulsé par carburant éjecté, par un truc qu'on chauffe, une réaction quelconque, et puis ça éjecte très rapidement à l'extérieur, eh bien la vitesse terminale, elle varie comme le logarithme du rapport de la masse initiale sur la masse finale. Donc ça varie logarithmiquement. Donc si vous voulez aller 2 fois plus vite, pour que le log soit multiplié par 2, je ne vous dis pas le rapport de masse, il est multiplié par un facteur dément, et donc c'est toujours très compliqué. C'est pour ça qu'on a d'énormes fusées qui font 5000 tonnes, pour qu'à la fin, il y ait 30 tonnes en orbite. Donc il y a un rapport de masse qui est titanesque, il y a beaucoup de trucs qui sont perdus. La ferraille, qui contient le carburant énorme qui est consommé pour envoyer 30 tonnes en orbite ou vers la Lune. Et donc la voile solaire, l'idée c'est qu'on ne prend pas le carburant, on est poussé par la lumière du soleil. Bon, on se dit ok, comment ça pousse? Ça marche, hein. Vous n'avez jamais remarqué parce que c'est pas très vite, mais quand on allume une lampe de poche, clic, il y a... ça éclaire par là et c'est pas beaucoup. Le problème c'est que c'est pas beaucoup, mais il y a une pression du rayonnement. La lumière qui frappe un miroir exerce une pression qui est égale à la puissance lumineuse divisée par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est beaucoup. Donc la puissance, il faut que ce soit beaucoup pour que la pression soit importante. Si on prend le flux solaire à la distance de la Terre, donc les watts par mètre carré qu'on reçoit du Soleil à la distance de la Terre, la pression exercée sur 1 km², c'est l'équivalent du poids de 1 newton, du poids de une pomme. Ou le poids d'une pomme, et c'est pas beaucoup. C'est la force qui est exercée sur 1 km² de miroir à la distance qui sépare la Terre du Soleil. C'est pas beaucoup. Mais c'est non nul et c'est tout le temps. Mais tout le temps, d'autant plus faible que vous êtes loin du Soleil. Donc si vous commencez à aller loin, il y a moins de choses. Donc la voile solaire, ça pourrait être amusant pour bricoler dans le système solaire, faire des corrections d'orbite, pour bricoler entre la Terre et la Lune, etc. Ça pourrait pour jouer un peu. Ça a le mérite d'être une force, une poussée qui est extraordinairement faible, mais qui est tout le temps là. Et quand vous êtes loin du Soleil, alors si c'était pour un voyage interstellaire, là, juste non.
Alors du coup, il y en a qui ont imaginé d'éclairer par des gros lasers, déclarer des voiles par des gros lasers qui sont dans le système solaire. Et là, on envoie des gros lasers focalisés, hein, pas un truc qui arrose dans toutes les directions bêtement, mais focalisé, c'est pas facile. Hein. Si le laser il est gros, il y a comme de la diffraction. Même si c'est un gros laser de gros diamètre, ça va s'étaler petit à petit. Hein. Et donc, à la fin, vous allez éclairer, vous allez récupérer qu'une petite fraction. L'énorme voile de milliers de kilomètres carrés de surface va récupérer qu'une fraction toute petite de la puissance envoyée par le laser. Mais les gens qui ont imaginé ça dans les années 70, après, la question, c'est comment on freine. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous êtes poussé dans le dos par le vent lumineux, et quand on coupe le vent lumineux, très bien. Vous continuez à vitesse constante. Maintenant, vous freinez comment? Je laisse ça à votre sagacité. Il y a des moyens, mais il faut réfléchir un tout petit peu. Donc, c'est non trivial. Mais il y a des... Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on n'emporte pas le carburant, puisqu'on est poussé par la lumière. Il y a un certain nombre de textes de science-fiction, comme Le vent du soleil, de Arthur Clarke, ou... il y en a un autre de Gérard Klein aussi, qui décrit une course à la voile entre la Terre et la Lune. Bon. Quand j'étais petit, on en parlait déjà, de faire une course à la voile, une sorte de régate à voile solaire Terre-Lune. Ça date un peu et c'est toujours pas fait. Bon. Il y a eu quelques tentatives de montrer que ça pouvait fonctionner. Il y a un satellite japonais qui a utilisé des manœuvres, qui a manœuvré avec une voile solaire pour changer un petit peu son orbite, pour contrôler un peu son orbite, pour voir qu'on savait le faire. On sait le faire, mais on ne l'a pas utilisé à ce point, quoi. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et vos questions. Merci à vous et bonne soirée.